Chers collègues, chers étudiantes, étudiants, bonjour à tous et à toutes. Comme notre président d'institut, le professeur Sergio Altomonte, est en mission académique hors Belgique, j'ai l'honneur et le plaisir de donner au nom de la communauté LAB, LAB c'est l'acronyme de notre institut, Landscape Architecture and Built Environment, de bienvenue à notre relateur de ce soir, le professeur Olivier Hamon. L'Institut de recherche LAB, en réalité assez récente dans notre université, il est né le 1er janvier 2020 et rassemble à peu près 150 personnes, entre académiques, doctorantes et doctorants, postdoc, qui travaillent sur des sujets de recherche centrés sur les territoires, l'architecture et l'environnement construit. Les mots durable, durabilité, développement durable sont des mots qui reviennent souvent dans les recherches de notre institut, à souligner l'importance pour nous du problème écologique. Je dois avouer qu'après avoir lu la première partie du livre du professeur Olivier Hamon, les mots développement, ce n'est pas les meilleurs compagnons des mots durables, mais je vous assure que nos chercheurs, ils ont une bonne volonté et les meilleures intentions. L'humanité est lancée vers une catastrophe écologique. L'être humain a la responsabilité de cette catastrophe. On l'a appris avec douleur. On cherche de vivre avec cette prise de conscience. On doit comprendre quoi faire pour limiter, si c'est encore possible, les dégâts de cette catastrophe qui est en train d'arriver, ou est déjà là. Je tiens à remercier la faculté, notre doyenne, pour leur activité de recherche incroyable qui nous donne l'occasion, année après année, d'écouter des leçons inaugurales qui nous ouvrent les yeux. Et je tiens à remercier le professeur Olivier Hamon d'être parmi nous, dans l'espoir qu'il puisse nous donner, au moins, une petite lumière pour nous indiquer le chemin. Merci. Concepteurs et conceptrices du monde de demain, bonsoir. Cher professeur Olivier Hamon, bienvenue dans notre faculté LOCI et notre institut de recherche LAB. Cette soirée inaugurant la rentrée facultaire est la 6e d'une belle série qui, je l'espère, se poursuivra après ce décalage. Vous vous souvenez, il y a maintenant 5 ans, sous l'égide de l'Écoumène, nous avons entamé une trilogie de conférences basées sur cette recherche de sens causée par le déséquilibre ambiant, déséquilibre que nous vivons et dont nous sommes en grande partie responsables. Pour rappel, et pour évoquer ce que disait Luca, nos disciplines d'architecte, d'ingénieur architecte, d'urbanisme sont responsables, d'après la professeure Émilie Gobaud, de 40% des émissions de gaz à effet de serre, de 50% de la consommation d'énergie, de 50% de la consommation des matières premières, de 36% de la production des déchets et de 30% de la consommation d'eau. Donc nous sommes responsables, mais ce n'est pas une chose qu'on doit prendre de manière négative, c'est une question qu'on doit prendre de manière positive, parce que nous sommes en recherche de quelque chose de meilleur et nous sommes la clé de la conception du monde de demain. Donc il faut prendre cette chose-là comme étant une donnée de base, qui est une donnée qui va nous donner un élan vers cette résolution de cette question. Pour appréhender ces questions, en 2018, la faculté invitait le philosophe Dominique Bourg, qui nous présenta alors 2 récits par lesquels il nous était possible de figurer l'avenir, 2 récits très différents l'un de l'autre. Le premier en continuité du récit antérieur, empreint d'un progrès effréné, le récit qu'il qualifia de mainstream, et le second, le récit, le connaissant, qui est un récit écologique. Vous vous souvenez, en 2019, la leçon inaugurale facultaire a continué de nourrir notre quête de sens. Notre faculté LOCI invitait alors la philosophe Cynthia Fleury,
qui, à l'appui de son aphorisme « Design with Care », nous proposait d'incarner le continuum des soins, prendre soin de l'homme, prendre soin de la nature, prendre soin de l'individu, prendre soin de la collectivité. En 2020, pour creuser davantage notre thématique et clore la trilogie des conférences annoncées, l'année facultaire a été inaugurée, à distance, Covid oblige, par l'astrophysicien Aurélien Barraud, qui nous mit face à nos responsabilités en nous lançant ce qu'il a appelé le plus grand défi de l'histoire de l'humanité face à la catastrophe écologique et sociale. Après la rencontre de ces trois personnages singuliers dans leur domaine et riches d'une pensée profonde, nous avons décidé d'entamer des rencontres liées à nos disciplines en invitant l'architecte Philippe Ram en 2021 et l'année dernière l'architecte ruraliste Peter Versteeg. Ces deux dernières leçons, ces deux dernières rencontres nous ont laissé quelque peu sur notre faim. Il s'est avéré alors que la question posée au monde nécessite de s'écarter de nos disciplines. En effet, cette interrogation questionne le vivre ensemble, le vivre tous et toutes ensemble. En dehors de notre humanité expansionniste, d'autres systèmes évoluent en symbiose. La nature en fait partie. La biologie, cette science de la vie qui a pour étude l'étude de la matière vivante et des êtres vivants, en est le lieu de l'expertise. Face au tropisme de la performance humaine, toujours plus haut, toujours plus grand, toujours plus fort, toujours plus loin, toujours plus vite, la biologie dévoile la robustesse du vivant qui pourrait offrir une voie vers un avenir viable, réconcilié avec la nature. Ce nouveau regard synthétique déployé sur la nature et son fonctionnement nous est offert par le professeur Olivier Amand, qui est chercheur à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement au sein de l'École normale supérieure de Lyon. Biologiste interdisciplinaire, c'est vachement important, interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on est tous ensemble en train de réfléchir à cette question. Il a publié des centaines d'articles scientifiques. Il dirige également l'Institut Michel Serres et assure des formations sur la nouvelle relation de l'humanité à la nature. Fasciné par la diversité et l'harmonie qui se dégagent des êtres vivants, formes, couleurs, mouvements, communautés, Olivier Amand, avec son équipe de recherche en biologie, a eu l'occasion d'analyser certains mécanismes moléculaires et cellulaires sous-jacents chez les plantes. Cette exploration révèle des facettes du vivant au caractère universel, car partagé entre toutes les espèces. Que nous enseignent les découvertes récentes sur le fonctionnement du vivant, des plus grandes aux plus petites échelles? Sous l'intitulé « La robustesse du vivant, une troisième voie pour l'architecture », je lui ai demandé de nous faire une relecture de son livre, que je vous conseille, qui est « La troisième voie du vivant », livre vraiment scientifiquement pointu. Je lui ai donc demandé de nous faire une relecture de son livre qui questionne nos disciplines de concepteurs et de conceptrices d'espace, architectes, ingénieurs architectes, urbanisme, voire paysagistes. Cher professeur Olivier Amand, je vous remercie encore d'avoir accepté de nous rencontrer et je vous cède maintenant la parole. Merci de l'invitation. C'est un grand honneur de faire cette leçon inaugurale et un plaisir d'être ici avec aussi toute cette ambiance-là que je sens dans la salle, donc c'est super. Alors, je vais vous parler de robustesse du vivant et de principes du vivant appliqués à l'architecture et en fait bien au-delà, mais notamment à l'architecture. Alors, allons-y. Je démarre avec cette image qui peut-être rappelle des souvenirs à certains. Là, c'est une image qui rappelle la Renaissance et l'invention de la perspective italienne de Picasso. Donc cette perspective, donc c'est voilà, la Renaissance, il y a 500 ans. Quand on invente la perspective, qu'est-ce qu'on fait exactement? En fait, on invente une manière de faire des dessins réalistes. C'est ça, la ligne de fuite, quoi. Mais qu'est-ce qu'on fait vraiment? Quand on invente la perspective, en fait, en latin, ça se dit commensuratio.
commensuratio, ça veut dire que le monde devient mesurable. Quand on invente la perspective, on fait des dessins réalistes, le monde devient mesurable, et donc le monde devient exploitable. L'invention de la perspective, si je vous le dis brutalement, c'est une déclaration de prédation sur le territoire. Et vous pouvez même penser à la ligne de fuite, en fait. La ligne de fuite, c'est une méthode où il faut être en hauteur et regarder le territoire d'en haut. Donc, c'est la position en surplomb, quoi. Donc, ça, c'est la position du prédateur. Et donc, voilà, d'un certain point de vue, alors, il y a plein d'autres choses dans la perspective. Je ne vais pas non plus réduire ça de la prédation, mais c'est quand même un moment où on décide de prendre le territoire. Alors, ça faisait plus longtemps déjà, mais là, c'est quand même, ça s'est accéléré. Alors, 500 ans plus tard, peut-être que vous reconnaissez cette ville, en fait, là, on fait ça partout, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on a pris le territoire. L'urbanisme, typiquement, c'est un moment où on prend le territoire, on l'exploite. Finalement, les valeurs profondes des êtres vivants, des êtres humains, c'est l'exploitation, le contrôle, l'optimisation. Des êtres humains modernes, évidemment. Et donc, l'urbanisme, quelque part, on peut le voir comme ça aussi. C'est-à-dire qu'on est en train d'optimiser, d'aménager le territoire pour nos besoins. Donc ça, c'est vrai dans les villes, mais c'est vrai aussi à la campagne. Évidemment que les paysages qu'on voit autour, ce sont des paysages qui sont aménagés, optimisés pour nos besoins, quoi, pour nos commodités. Donc ça, c'est voilà, des champs. C'est vrai aussi pour l'agriculture. Pensez à la domestication. Là, c'est un élevage industriel de poules. Vous retrouvez la ligne de fuite, d'ailleurs. Là, c'est voilà, un moment où vraiment on contrôle la nature. Alors, il s'est passé quand même quelque chose en 2020. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi ça, là, sur cette histoire de prédation sur le territoire. 2020, c'est un tournant dans l'histoire de l'humanité. Il s'est passé un truc, il s'est passé ça. Alors, il y a beaucoup de chiffres et beaucoup de textes, là, mais je vais vous le résumer en une phrase. En 2020, tous les produits fabriqués par les humains, donc les bâtiments, les voitures, voilà, tout ce que vous voulez, les fusées, ce que vous voulez, la masse de tous ces objets a dépassé la masse de la biomasse. De toute la biomasse terrestre. Donc, si vous pensez à toutes les forêts, les baleines, les poissons, voilà, tous les animaux, toutes les bactéries, tous les virus, voilà, tout ça, toute cette masse-là de biomasse, maintenant, c'est plus faible que la masse des objets fabriqués par les humains. Et donc ça, c'est quand même un moment assez incroyable. On a quand même, voilà, on a dépassé la biomasse. Alors, à force d'être dans le contrôle et dans l'optimisation, déjà, on se rend compte que, ou dans la performance, quoi, dans l'efficacité, dans l'efficience, on se rend compte quand même que là, on est allé très loin. On est allé très loin dans cette histoire-là. Et alors, moi, je vous pose la question, est-ce que nous ne sommes pas dans une dérive sectaire? Une dérive sectaire, c'est-à-dire que, est-ce qu'on n'est pas sous emprise? Et emprise de la performance. C'est qu'on n'arrive plus à questionner la performance. On n'arrive plus à questionner l'efficacité. On n'arrive plus à questionner l'efficience. C'est des valeurs qui sont devenues tellement positives qu'elle s'auto-justifie et on va performer pour performer. On a dépassé un seuil au-delà duquel on ne justifie même plus les gains de performance. Alors moi, j'aimerais vous donner ce soir des armes pour faire la déprise sectaire, pour sortir de l'emprise de la performance. Qu'est-ce qu'on peut dire contre la performance? Est-ce qu'il y a des arguments contre l'efficacité, contre l'efficience? Alors, il faut peut-être que je définisse quand même une bonne fois pour toutes la performance, pour être sûr qu'on parle de la même chose. Donc, la performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, c'est atteindre son objectif. Efficience, avec le moins de moyens possible. Donc, quand on est performant, on atteint son objectif avec le moins de moyens possible. Et donc, c'est de ça qu'on est sous emprise. Alors, premier argument qu'on peut donner contre la performance, c'est ce titre-là, c'est-à-dire que, je vais vous le dire en une phrase, l'optimisation fragilise. Quand on optimise quelque chose, quand on augmente les performances, quand on rend les choses plus efficaces, plus efficientes, en général, on fragilise quelque chose d'autre. Alors, je prends cette analogie-là en disant le monde est complexe, il y a plein de couleurs, il y a plein d'odeurs, il y a plein de choses dans le monde. Donc là, ça peut être plein de pelotes de laine là, qui pourraient être un peu dans tous les sens, toutes les couleurs, toutes les textures. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on voit bien qu'il y a des problèmes, mais au lieu de résoudre tout le problème, parce que c'est évidemment impossible, on réduit les problèmes, on les rend tout petits, et puis on résout des petits problèmes. Donc on fait passer le fil dans le chat de l'aiguille. Mais quand on fait ça, en fait, on fait des nœuds ailleurs. Ça, vous savez bien. En fait, c'est pas tellement possible. Cette approche-là, réductionniste, elle a ses limites. Donc, optimiser fragilise. Le réductionnisme, ça ne marche pas. Voilà, je vois bien comme ça aussi.
Deuxième critique qu'on peut faire de la performance, c'est l'histoire des effets rebonds. Alors ça, je pense que vous connaissez aussi. Donc les effets rebonds, je prends l'exemple des frigos. Donc les frigos, dans les années 60, ils consommaient beaucoup d'énergie. Donc ils n'étaient pas très efficients énergétiquement, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et puis on les a rendus plus efficients énergétiquement, donc ils sont devenus de moins en moins énergivores. Du coup, ils ont coûté moins cher. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on les a multipliés, on les a fait grossir, on les a connectés, on les a déclinés, pensez à la cave à vin, et aujourd'hui, la population mondiale de frigos consomme plus d'énergie. Et ça, c'est vrai pour les avions, c'est vrai pour le charbon, c'est vrai pour le pétrole, c'est vrai pour la lessive concentrée, c'est vrai pour absolument tout. Dès qu'il y a des moments où on utilise l'énergie, on veut le rendre plus efficient, parce que c'est dans un cadre réductionniste, parce qu'on veut résoudre des petits problèmes, en fait, ça ne marche pas. À la fin, on consomme plus d'énergie. Donc l'efficience énergétique dans la dérive sectaire de la performance, ça ne marche pas. Ouais, il y a vraiment, là, on a 2 siècles pour le dire, donc ça commence à être bien établi, cette histoire-là. Donc ça, c'est les effets rebonds. Alors, la troisième critique qu'on peut faire de la performance, c'est la loi de Goodhart. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Goodhart? Il dit que quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Donc là, c'est une loi très importante, parce que c'est presque la critique principale qu'on peut apporter à la performance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a un indicateur de performance quelque part, dès qu'on met un indicateur de performance quelque part, on va faire tout et n'importe quoi pour atteindre le maximum de performance. Donc pensez au sport de compétition. Donc là, vous avez le drapeau, les anneaux olympiques revisités par un artiste. Donc, voilà, vous voyez ce que ça veut dire. Quand on veut faire du sport de compétition et qu'on veut vraiment aller au sommet du podium, qu'est-ce qu'on peut être amené à faire? Du dopage. Et donc le dopage, c'est vraiment l'aboutissement ultime de la loi de Goodhart, c'est-à-dire qu'on est sportif, son outil de travail, c'est son corps, et on est en train de s'intoxiquer pour atteindre la meilleure performance. Ça, c'est vraiment la loi de Goodhart dans le texte, quoi. Alors ça, c'est vrai pour le sport de compétition, et ça se décline dans plein d'autres choses, le blanchiment d'argent, les jeux d'argent pour le sport, tout ça. Enfin, donc il y a plein de choses. Mais c'est vrai dans d'autres secteurs aussi, pour l'éducation. Pensez au bachotage avant les examens. Si l'idée, c'est de réussir son examen, vous bachotez, j'ai bachoté aussi, enfin, on est tous dans le même navire. Ce bachotage fait que vous allez passer l'examen, mais vous n'allez pas apprendre. C'est le contraire de l'objectif, quand même, on est d'accord. Et donc ça, c'est vrai dans tous les secteurs. Donc ça, c'est vraiment très, très prévalent. Voilà, donc la loi de Goodhart. Donc ça, c'est la troisième critique qu'on peut faire de la performance. Et en fait, la quatrième critique, finalement, c'est certainement la plus importante, c'est la rétroaction planétaire. C'est-à-dire que notre performance, il y a quelqu'un qui paye l'addition de cette performance. On l'oublie, c'est toujours ce coût caché de la performance. Qui paye pour notre performance? Ce sont les écosystèmes. Et aussi, un peu, quand même beaucoup, les personnes les plus défavorisées. Mais ça, bon, je sors du jeu, mais voilà, c'est la question socio-écologique. Alors là, voilà, j'ai mis les 3 sujets principaux pour la question socio-écologique. C'est la crise climatique, évidemment, que tout le monde connaît bien, l'effondrement de la biodiversité et les pollutions globales. Donc ça, c'est les grands sujets. On pourrait aussi ajouter les pénuries de ressources et évidemment toutes les conséquences de ça, les remous sociaux, les crises géopolitiques, les crises énergétiques. Mais tout ça, ce sont plutôt des conséquences de ça, en fait, c'est le lien aux ressources là qui sont là. Alors, je ne vais pas vous faire un constat détaillé de la crise socio-écologique. Je pense que vous êtes bien au courant. Et puis, au bout d'un moment, ça devient un peu contre-productif de se complaire dans le constat socio-écologique. Donc, je vais en fait rien vous dire du constat socio-écologique. En fait, je vais juste vous dire un mot. Il n'y a qu'un mot à retenir de tous les rapports du GIEC, de l'IPBES, de l'IUCN et aussi d'autres rapports scientifiques, que ce soit de la CIA, de l'OCDE, du World Economic Forum. C'est quoi ce mot? C'est le mot qui est en rouge là-haut, c'est le mot fluctuant. Fluctuant. Tous ces rapports scientifiques, ils nous disent le 21e siècle sera fluctuant, il sera turbulent. C'est-à-dire qu'on est en train de quitter le monde de la moyenne pour entrer dans le monde de l'écart-type. C'est-à-dire que jusqu'au XXe siècle, on va le dire comme ça, ce qui nous intéressait, c'était un peu la trajectoire, le développement, durable ou pas d'ailleurs, mais c'était la valeur moyenne, quoi. Quand on rentre dans un monde fluctuant, on ne s'intéresse plus tellement à la moyenne, quoi, on s'intéresse à l'écart-type, donc aux fluctuations. Donc la question, c'est plutôt comment on habite un monde fluctuant. C'est ça la bonne question pour le XXIe siècle. Comment on fait pour habiter un monde fluctuant? Alors, nous, les humains, nous avons proposé des solutions. Et quelles sont ces solutions à ce monde fluctuant causé par la performance?
encore plus de performance. C'est ça notre solution actuellement. On n'a pas compris, quoi. Donc alors voilà des exemples alors évidemment j'ai choisi, hein, mais ce sont des exemples d'infrastructures ou de solutions techniques qu'on a développées pour répondre à la crise énergétique, à la crise écologique, et toutes ces solutions-là, enfin en tout cas les trois là que je vous présente là, ce sont des solutions performantes. Alors par exemple, les éoliennes géantes qui sont offshore au large du Royaume-Uni, qui font 260 mètres de haut, donc c'est voilà, grand comme la Tour Eiffel à peu près. Ces grandes éoliennes-là, elles ont des pales qui font 100 mètres de long en composite, donc c'est inrecyclable, irréparable. Elles sont enfouies, hein, ces grandes pales-là. Dedans, il y a du balsa qui vient des forêts équatoriales. Il y a un aimant de 7 tonnes qui est bourré de terres rares. Enfin, qu'est-ce qu'il y a d'écologique dans ces éoliennes, hein? Par contre, c'est très performant, hein. Enfin, un tour de pale, ça vous éclaire un village, hein. Ça, par contre, c'est imbattable, hein, ça. Mais par contre, là, le cycle de vie entier de l'éolienne, là, il va falloir m'expliquer. Alors, le tout électrique, alors pareil, il y a des choses très bien dans le tout électrique, mais je prends l'exemple de la voiture électrique. Donc, une voiture thermique, c'est 20 kg de cuivre. Une voiture électrique de base, hein, c'est 80 kg de cuivre. Une Tesla, c'est 240 kg de cuivre. Il faut rajouter une borne électrique, c'est 100 kg de cuivre. Bon, alors pourquoi je parle beaucoup du cuivre? Parce qu'on va atteindre le pic de cuivre. Le pic de cuivre, donc quand la consommation ne suit plus la production, on l'estime entre 2040 et 2075. Donc ça va être tendu sur le cuivre avant la fin du siècle, et là on se jette à corps perdu dans le tout électrique avec du cuivre à tous les tournants. Bon, ben, on voit bien que à court terme, ça va bloquer, quoi. Et c'est juste le cuivre. Je ne parle pas de tous les autres métaux, le cobalt, le lithium, tous ces éléments qui vont être nécessaires au tout électrique. Donc jusqu'à présent, on est vraiment dans du court-termisme, quoi, hein. Voilà, c'est vraiment la performance qui écrase tout le reste, quoi. Mais on résout des problèmes de CO2, mais on crée des tas d'autres problèmes ailleurs, hein. Je vous renvoie à des conférences YouTube de Aurore Stéphan, hein, par exemple, hein, sur la question des minéraux, qui est très éclairant, hein, là-dessus. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, il y a un sacré sujet. Et puis un dernier exemple, c'est les ampoules basse consommation. Donc ça, c'est des ampoules qui consomment moins d'énergie. Mais par contre, comment on fait pour qu'elles consomment moins d'énergie? Ces ampoules-là, on met du mercure dedans. Vous voyez quand même le truc, hein, c'est qu'en fait, on va réduire la consommation électrique, mais pour ça, on va diffuser du mercure dans les foyers. Faut quand même, ça va pas, quoi. C'est très maladroit tout ça, quoi. C'est vraiment très très maladroit. Donc là, on est à un moment un petit peu où on voit bien que ça devient de plus en plus absurde. Donc ça veut dire qu'on arrive quand même au bout d'un cycle, hein. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Alors voilà la citation d'Albert Einstein pour résumer ça. On ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de pensée que celle qui l'a créé. Ça, on devrait réfléchir à ça plus souvent, hein. C'est que si c'est la performance qui a créé tous les problèmes, enfin la plupart des problèmes qu'on a actuellement, c'est pas avec de la performance qu'on va régler ça, hein. Faut vraiment, c'est là qu'il faut faire de la déprise sectaire, quoi. C'est là qu'il faut sortir de cette illusion-là, quoi. Du coup, la question c'est, est-ce qu'on n'a pas d'autres solutions? Qui peut nous aider à habiter le monde fluctuant? Qui sont les professionnels des fluctuations? Ben, c'est tout simple, on les a devant les yeux. Ce sont les êtres vivants. Les êtres vivants, ça fait des millions d'années qu'ils vivent des fluctuations. Des fluctuations que les humains, nous, on n'a jamais connues, hein. Il faut bien comprendre que la société, le concept de société, grosso modo, c'est le néolithique, ça a 10 000 ans. C'est tout petit, et en plus, c'est 10 000 ans de stabilité climatique. Donc nous, en fait, les sociétés humaines, on n'a pas vraiment appris des fluctuations. Les sociétés humaines, hein, je ne parle pas des humains, le corps humain, oui, mais les sociétés humaines, on est un peu naïf face aux fluctuations. Par contre, les autres êtres vivants, alors là, par contre, eux, ça fait des millions d'années qu'ils vivent des fluctuations énormes, hein. Juste un exemple, il y a 700 millions d'années, la Terre, c'était une boule de neige. C'était gelé à peu près partout, hein. Il y avait juste quelques endroits où il y avait de l'eau liquide. Mais il y avait des êtres vivants, hein, à l'époque, hein. Alors c'était des unicellulaires, mais ils ont traversé ça très bien. Donc la question, c'est plutôt ça. Comment font les êtres vivants pour vivre dans un monde fluctuant? Et est-ce qu'il n'y a pas des recettes à apprendre des êtres vivants pour que nous, les sociétés humaines, on soit capables d'affronter ce monde fluctuant? Alors, c'est tout simple. Ça se dit en une phrase. Les êtres vivants font des interactions. Voilà. Et je pourrais presque m'arrêter là parce que c'est ça la clé. C'est ça la clé. Les êtres vivants multiplient les interactions. Alors là, je vous montre un exemple, un grand classique de la symbiose chez les êtres vivants. C'est le fameux arbre dans sa forêt, hein.
Ça, certainement, si vous avez lu le bouquin de Voleben sur la vie des arbres, voilà, c'est un sujet qui est très traité, hein, parce que voilà, on découvre des choses incroyables dans la vie des forêts, quoi. Voilà, donc là vous avez ici un petit dessin avec la racine des arbres. Donc, les racines des arbres en fait sont bourrées de champignons, hein. C'est quand vous grattez la terre, vous allez tomber sur des racines qui sont en fait enrobées de manchons de champignons, hein. Donc, il y a des champignons partout. Et là vous avez sur ce graphisme là, ce réseau d'interaction. Ça c'est un sol forestier japonais qui a été analysé. Donc les points rouges ce sont des plantes et les points qui ne sont pas rouges ce sont des champignons. Et donc vous voyez qu'une plante interagit avec des tas d'espèces de champignons différents. Et chaque espèce de champignon interagit avec d'autres plantes qui interagissent avec d'autres champignons. Donc c'est tout un réseau d'interactions qui est énorme, quoi. Et toutes ces interactions-là, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire que là, on a juste sélectionné quelques espèces de champignons, mais il y en a beaucoup plus que ça. Et on a complètement oublié les bactéries, là. Donc il y a aussi des millions d'espèces de bactéries avec qui les plantes vont interagir. Donc vous voyez, les êtres vivants densifient, multiplient les interactions. C'est vraiment ça, c'est le monde de la richesse des interactions, les êtres vivants. Alors, ça ne va pas suffire hein, d'avoir plein d'interactions, ce n'est pas une recette pour affronter le monde fluctuant, mais déjà ça nous dit quelque chose. Il faut faire plein d'interactions. Voilà. Mais avec quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ces interactions, quoi? Quel est un peu l'objectif, quoi? Qu'est-ce que font les êtres vivants avec ça? Ben, les êtres vivants, avec toutes ces interactions, ils font une chose, principalement, ils font de la robustesse. Alors la robustesse, c'est quoi? La robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. C'est la définition. Maintenir le système stable malgré les fluctuations. C'est ce que font les êtres vivants. C'est ce qui est sélectionné au cours de l'évolution. Les êtres vivants sont robustes. Ceux qui sont robustes, ils sont sélectionnés. Ceux qui ne sont pas robustes, ils sont contre-sélectionnés. Alors la question, c'est comment font-ils avec toutes ces interactions pour être robustes? Eh bien, ce que nous enseigne la biologie, alors depuis, ça c'était bien démontré dans les années 80 sur les écosystèmes, la nouveauté c'est que depuis une vingtaine d'années, on le démontre aussi à l'échelle moléculaire. Donc ce que je vous dis là, c'est vrai de la molécule à l'écosystème. Et donc cette loi, c'est quoi? La robustesse du vivant se construit contre la performance. Contre la performance. C'est-à-dire que les êtres vivants ne sont pas et performants et robustes, non, ils sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Et donc, vous voyez, là, on a quelque chose à apprendre dans notre monde humain qui est obsédé, qui est drogué à la performance, même quand on voit les effets toxiques de la performance. Alors du coup, là, vous avez le programme politique du vivant, à gauche, avec ses grandes valeurs. Là, ça, c'est vraiment, si vous voulez, c'est du biomimétisme profond. Là, on va vraiment apprendre du vivant, le cœur du vivant, quoi, le cœur nucléaire du vivant. Hein. Là, je vous apprends pas le vivant, les fruits des érables, les samarres des érables, hein, les fruits des érables pour faire des hélices d'avion et tout ça. Là. Ça, c'est du biomimétisme superficiel. Hein. Là, on va vraiment au cœur du vivant. Là. Qu'est-ce qu'il y a au cœur du vivant? C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a au cœur du vivant? Inefficacité. Il n'y a pas d'objectif chez les êtres vivants. Ça, c'est l'évolution Darwin, hein, la théorie de l'évolution de Darwin. L'évolution est aveugle. C'est-à-dire que l'évolution, on la voit que quand on se retourne. Donc, on voit la trajectoire passer, mais on ne sait pas où on va. Hein. Enfin, les êtres vivants ne savent pas où ils vont. Quoi. Donc, il n'y a pas d'objectif. C'est très hétérogène, beaucoup d'hétérogénéité. Donc, pensez à la biodiversité. Hein, c'est foisonnant, hein, la diversité des êtres vivants. C'est vraiment voilà, très, très, très hétérogène. C'est très incertain. Il y a beaucoup d'aléatoires chez les êtres vivants. Il y a tout un champ de la biologie qui s'appelle la biologie stochastique, qui n'étudie que les processus aléatoires chez les êtres vivants. Donc il y a énormément de processus qui sont aléatoires chez les êtres vivants. Il y a beaucoup de lenteur, il y a beaucoup de délai. Donc ça, tout ce qui est cyclique chez le vivant, et vous savez bien que chez le vivant, il y a énormément de choses qui sont cycliques, hein, le cycle menstruel, le cycle cellulaire, enfin voilà, il y a des cycles à peu près, le cycle circadien, il y a vraiment des cycles à tous les tournants. Dès qu'il y a un cycle, il y a un délai. Hein. Donc il y a des délais absolument partout, il y a beaucoup de lenteur. Il y a énormément de redondance. C'est très redondant, les êtres vivants. Hein. Donc pensez au nombre de chromosomes que vous avez, le nombre de familles de gènes, de molécules que vous avez. Il y en a beaucoup qui font la même chose. Hein. Pensez au nombre de feuilles qu'il y a sur un arbre. Un arbre, c'est extrêmement redondant comme objet. C'est très incohérent. Alors ça, je vais revenir dessus juste après. Mais il y a beaucoup d'incohérences chez les êtres vivants. Et tout ça, c'est inachevé. C'est inachevé parce que si c'était achevé, ce serait mort. Donc tant que c'est pas mort, c'est inachevé. Actuellement, vous êtes en train de vous régénérer, vous êtes en train de changer vos cellules, de vous renouveler, etc. Donc en fait, vous êtes tous, enfin moi compris, hein, nous sommes tous et toutes inachevés. Ben, vous voyez, ça, ce sont que des contre-performances
qui nourrissent la robustesse du vivant. En fait, ça ajoute du jeu dans les rouages, et ce jeu dans les rouages donne de l'adaptabilité aux êtres vivants. Voilà, ça, c'est la clé. Alors, je vais quand même vous le démontrer, et je vais prendre un petit chemin pour vous illustrer ça dans le champ biologique. Et puis après, on ira dans le monde social. Alors, ce que je vous propose, c'est de suivre une molécule de CO2. Parce que le CO2, pour un architecte, si vous étiez architecte du vivant, la brique élémentaire du vivant, c'est le CO2. Ça, vous savez ça, hein, évidemment, parce que la photosynthèse, c'est ça qu'elle fait. La photosynthèse, elle prend un gaz, le CO2, et elle le transforme en fibres de carbone. Les fibres de carbone, ce sont des plantes, et les plantes, c'est la base alimentaire de la quasi-totalité des écosystèmes sur Terre. Donc notre structure carbonée, la structure carbonée des êtres vivants, le carbone, il vient du CO2. Donc ça, c'est la brique élémentaire du vivant. Alors qu'est-ce qui se passe quand une plante récupère ce CO2 ? Alors vous allez voir, il y a plein de contre-performances à tous les tournants. Donc alors, la première contre-performance, vous savez probablement ça, c'est qu'il y a des stomates sur les surfaces des feuilles. Et ces stomates, c'est ceux qui ils s'ouvrent et c'est comme ça que le CO2 rentre. Hein. Alors d'ailleurs, il rentre et il sort. Hein. C'est juste une porte. Hein. Il n'y a pas d'aspiration. Hein. Donc déjà, ça c'est pas hyper performant, c'est juste une porte qui s'ouvre et le CO2 peut rentrer, mais il peut aussi sortir. Hein. Et puis vous voyez, il y en a vraiment pléthore de stomates sur les surfaces des feuilles. Hein. Vous pouvez faire un petit exercice d'ailleurs, si vous mettez du vernis à ongles sur une feuille, vous laissez sécher, puis vous le tirez, puis vous regardez sous une loupe, hein, vous allez voir plein de stomates, c'est très beau d'ailleurs, ça fait des très belles images. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Donc c'est très redondant, donc là vous voyez, il y a de la redondance au niveau cellulaire. Et puis alors on va dire que ce stomate s'ouvre, alors ça ressemble à ça, hein, un stomate qui s'ouvre. Vous voyez, c'est quasiment un film d'horreur. Voilà, donc ça c'est un stomate qui s'ouvre, alors en accéléré hein, quand même, hein, mais c'est pas trop accéléré, hein, voilà, c'est à peu près ça. Alors vous voyez, en fait ça ressemble un peu à un ballon qui se gonfle et qui se dégonfle. Alors l'analogie du ballon qui se gonfle et qui se dégonfle, c'est pas du tout idiot. Hein. En fait, voilà, là c'est une artiste qui a, alors c'est pas un stomate là, j'ai grossi, mais c'est juste pour vous donner l'idée. Les plantes, ce sont des objets pressurisés. Ils sont pressurisés à l'eau, donc il y a de la tension partout, et donc du coup, en jouant sur la tension, on peut ouvrir ou fermer voilà, les stomates. Quoi. Donc là, je prends et c'est vrai à toutes les échelles. Hein. Donc c'est vrai à l'échelle d'une cellule. Une cellule, elle est gonflée comme ça, là. Et c'est vrai aussi pour les fruits et légumes. Hein. Si vous pouvez, pareil, hein, vous pouvez faire l'expérience chez vous dans votre cuisine. Vous prenez une aubergine ou une tomate, avec un couteau, vous coupez la surface, et vous verrez que la tomate ou l'aubergine va s'ouvrir. Si elle s'ouvre, ça veut dire que l'épiderme est en tension, quoi, et que les tissus internes sont en compression. Donc il y a un équilibre comme ça. C'est pareil à l'échelle cellulaire, la paroi, la membrane, elle est en tension et le contenu est en compression. Et donc ça, alors pour les architectes dans la salle, et j'ai entendu parler qu'il y a quand même pas mal dans la salle, ça doit vous évoquer quelque chose, ça, un équilibre entre tension et compression. C'est le pont suspendu, hein. C'est ça, hein, c'est les structures précontraintes, quoi. Les structures précontraintes, là, un pont suspendu, il y a un pilier qui est en compression et des fils qui sont, enfin des filins là, qui sont en tension. Cet équilibre mécanique, c'est deux forces de destruction qu'on met ensemble. Et en fait, quand on les met ensemble, ça donne une autonomie mécanique à l'ensemble. C'est-à-dire que ce pont-là, alors le film est en boucle, hein, il y a quand même un seuil, hein, il y a un moment, ça finit par lâcher. Mais on peut le déformer, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il va résister à des fluctuations extérieures. Vous voyez, le truc, c'est que les êtres vivants, là, je vous ai pris l'exemple de l'aubergine, du stomate, en fait, les êtres vivants ont développé des stratégies de résistance aux fluctuations extérieures, en allant contre la performance. Là, ils utilisent deux forces de destruction, la tension et la compression, ils les mettent ensemble et ça crée de l'autonomie mécanique. Ou si vous voulez, si je vous le dis autrement, c'est une incohérence dans la structure, c'est une incohérence. C'est que là, vous avez tension et compression qui s'opposent, et ça crée de l'autonomie, autonomie active. Ça, c'est vrai pour l'aubergine, c'est vrai pour les cellules du stomate qui se gonflent et qui, comme ça, peuvent ouvrir et laisser rentrer le CO2, mais c'est vrai pour les cellules de votre corps aussi. Hein. Les cellules, la membrane est en tension et le contenu est en compression. Donc, ce sont des structures précontraintes. C'est vrai pour votre intestin aussi. Enfin, voilà. Toutes ces structures-là, elles sont précontraintes. C'est très, très prévalent, ça, chez les êtres vivants. Donc, c'est des structures incohérentes, fondamentalement incohérentes. Il y a une contradiction interne à l'intérieur. Et alors, si le CO2, une fois qu'il est rentré, qu'est-ce qui lui arrive ? Il va être, alors là, c'est le petit schéma moléculaire typique qu'on trouve dans les bouquins de biologie, mais c'est pas la peine de regarder le détail, hein, c'est juste pour rentrer dans le monde de la biologie. Le CO2, il rentre dans la plante, et puis il y a une enzyme qui le capture, qui s'appelle la rubisco,
Et cette Rubisco, c'est l'enzyme la plus importante sur Terre, parce que c'est celle qui permet de transformer le CO2 en la première molécule carbonée qu'on va pouvoir polymériser pour faire des fibres de carbone. Et il se trouve que cette enzyme, qui est quand même clé, c'est l'enzyme clé de la photosynthèse, c'est l'enzyme clé de tous les écosystèmes, c'est vraiment ce qui permet de capturer le CO2 et de le transformer en fibre de carbone. Et cette enzyme, elle est incohérente. Elle se plante presque une fois sur deux. C'est qu'au lieu de prendre du CO2, parfois elle prend de l'oxygène. Ce qui est gênant quand même. Donc en fait, elle consomme de l'oxygène et elle fait d'autres choses avec. Donc vous voyez, c'est pas du tout performance. Le rendement de cette enzyme, c'est un des rendements les plus minables d'enzymes qu'on a dans le monde vivant. Alors que c'est l'enzyme clé de tous les écosystèmes. Donc vous voyez, le vivant n'est pas du tout performant. Ça n'a pas du tout été optimisé. Et la Rubisco, c'est pareil, ça existe depuis 3,8 milliards d'années. Donc ça fait 3,8 milliards d'années que cette enzyme n'a pas été optimisée. Bon, ça doit quand même nous dire quelque chose, tous ces trucs-là, quand même, qu'il y a plein de contradictions et plein d'incohérences, voilà, il y a des lenteurs, il y a des redondances et tout ça. Alors, notamment sur l'incohérence, parce que, avec l'histoire du pont suspendu, je pense que c'est quelque chose qui parle aux architectes. L'incohérence, en fait, alors d'un point de vue biologique, on peut le représenter comme ça, avec un système à 3 éléments. Là. Vous avez 3 molécules, A, B, C. Et quand vous avez des interactions de ce type-là, là, on peut considérer que c'est incohérent, parce que A va activer et inhiber C. Si vous voulez, l'image mentale pour un être humain, c'est l'automobiliste qui a le pied sur le frein et l'accélérateur en même temps. Ça, c'est incohérent. Quand on regarde les réseaux de gènes, là, je vous ai juste montré quelques exemples. Dans les réseaux de gènes, il y a des incohérences absolument partout. Ces boucles-là, on a l'impression que c'est vraiment le dernier truc à faire, de plein de contradictions internes, il y en a vraiment, mais partout dans les réseaux génétiques. Alors la question, c'est à quoi ça sert? C'est vraiment comme le pont suspendu, c'est un amortisseur. C'est-à-dire qu'en fait, cette molécule A, B, C, avec cette contradiction interne, en fait, ça fait que le système va tout le temps bouger, mais en fait, il va s'amortir. Et en fait, ça empêche les comportements exponentiels, les explosions, si vous voulez. Voilà, donc c'est juste pour illustrer. C'est un tout petit peu technique, mais je me disais, là, il y a quand même un parallèle trop beau à faire avec les architectes, donc je me permets de rentrer un tout petit peu plus dans la biologie fine. Mais vous voyez, là, c'est une incohérence, donc c'est une contre-performance, de maintenir comme ça une contradiction dans le système, et pourtant, c'est ça qui a été sélectionné au cours de l'évolution pour ajouter de la robustesse. Alors, je vais enlever ma blouse blanche de biologiste, là, et je vais revenir dans le monde social, je vais redevenir un citoyen, normal, on va dire, pour en fait vous montrer cette courbe. Là, je vous résume tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Cette courbe, elle résume à peu près ça. Le progrès de l'humanité, de l'humain moderne, si vous voulez, jusqu'à présent, ça a été des gains de performance. On a plutôt fait augmenter l'efficacité, on a plutôt fait augmenter l'efficience. À tel point qu'on s'en est drogué de la performance. On est sous emprise de la performance. Alors, ce que montre cette courbe, là, rouge, là, c'est qu'en fait, plus on augmente en performance, aujourd'hui, là, plus la viabilité de l'humanité sur Terre est menacée. C'est ça que ça veut dire. Plus on continue dans la performance, et plus on se menace nous-mêmes. C'est l'ère des rétroactions, si vous voulez. Ou si je vous le dis autrement, notre excès de contrôle nous a fait perdre de contrôle. Je pourrais dire comme ça aussi. Donc, du coup, le progrès de l'humanité, au XXIe siècle, ce ne sera pas des gains de performance. En fait, on en est déjà sûr. C'est juste pas viable. C'est pas viable de continuer sur la voie de la performance. Donc, la question, c'est, dans un monde fluctuant, c'est quoi le progrès de l'humanité au XXIe siècle? C'est tout simple, il faut changer d'axe. Le progrès de l'humanité au XXIe siècle, ce sera des gains de robustesse. Ce sera des gains de robustesse. Le monde va devenir plus fluctuant. En fait, il l'est déjà. Quand je dis qu'il va devenir, vous connaissez déjà les méga-feux, les méga-inondations, les crises énergétiques, Covid, guerre en Ukraine, etc., crise géopolitique. On le voit, on est dedans déjà. On est dedans. Donc, dans un monde qui devient fluctuant, qui devient de plus en plus fluctuant, on va forcément augmenter la robustesse. Et pour faire de la robustesse, il va falloir aller contre la performance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être très robuste et très performant. C'est physiquement impossible. C'est physiquement impossible. Donc ça veut dire que, en fait, c'est un monde différent. Et là, c'est un vrai tournant, parce qu'on peut considérer que ça fait 10 000 ans qu'on est dans la performance. Le néolithique, il y a 10 000 ans, c'est les humains qui domestiquent, qui inventent l'agriculture, qui se sédentarisent. Tout ça, c'est du contrôle, c'est de l'optimisation, c'est de la performance.
Et ben, dans un monde qui devient très fluctuant, on va basculer vers la robustesse. Alors la question, c'est est-ce qu'on a déjà basculé? Parce que c'est ça qui est le plus intéressant finalement. Est-ce qu'on a déjà basculé dans ce monde de la robustesse? Et ben, la réponse, c'est oui. On a déjà basculé dans le monde de la robustesse. C'est juste qu'on ne le voit pas forcément, c'est pas toujours très clair, quoi. Quand on entend McKinsey, Total, Shell, Exxon et tout ça, là, on se dit, ah ouais, eux, ils sont vraiment dans la performance financière, pétrolière. Les investisseurs, les actionnaires, les clients aussi, Shine, par exemple, voilà, qui vend des fringues à 5 euros, 3 euros. Tout ça, c'est de la performance. Donc, le monde de la performance, il est toujours là. Il est toujours là. Mais il devient plus ringard tous les jours. Le monde de la robustesse, alors là, par contre, il est en train de venir. Alors du coup, je vais vous donner des exemples. Le premier exemple, c'est dans l'agriculture. Dans l'agriculture, on a été à fond dans la performance avec l'agriculture intensive, où en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a planté des plantes comme ça, les meilleures variétés pour avoir les meilleurs rendements, et puis on a annulé les fluctuations en mettant de l'irrigation, des engrais, des pesticides. Et avec ça, en effet, on a les meilleurs rendements, mais par contre, on a des tas d'externalités négatives, les pollutions des nappes phréatiques, des sols, désertification des sols, suicide des paysans, enfin bon, c'est très, très toxique à plein de points de vue. Alors du coup, la version robuste de l'agriculture, c'est évidemment pas l'agriculture intensive, c'est l'agroécologie, l'écoculture, la biodiversité, la permaculture, l'agroforesterie. Donc à chaque fois, c'est des mélanges, c'est basé sur la biodiversité. Ce monde-là, il est en train de monter très très fort. Il y a plein d'endroits dans le monde où ça se développe très fort, mais même je vais prendre l'exemple des mélanges variétaux, c'est mon exemple favori. Donc si vous avez par exemple ici un champ de blé là, et vous voulez basculer vers un champ de blé qui est un peu plus robuste, au lieu de semer la meilleure variété de blé, vous allez semer une vingtaine de variétés de blé différentes. Avec ça, vous aurez un rendement un peu plus faible, mais par contre, là, vous avez des variétés de blé différentes, donc les pieds de blé vont communiquer les uns avec les autres, ils vont s'échanger des nutriments, ils vont s'échanger des signaux, et votre parcelle de blé, elle va devenir plus résistante à la sécheresse et plus résistante aux pathogènes, uniquement parce que vous avez mélangé des variétés. Et donc ça, c'est en train d'exploser. Vers Montpellier, là, dans le sud de la France, là, il y a 10 ans, il n'y en avait quasiment pas de mélange variétaux. Aujourd'hui, c'est 40% des surfaces de blé qui sont cultivées en mélange variétal. Les grands semenciers se mettent à vendre des mélanges variétaux. Ça, vous voyez, c'est le signe d'un basculement. C'est le signe d'un basculement. En 10 ans, quand ça va aussi vite et que ça touche même les grosses boîtes, ça c'est sûr. Alors là, ce que je vous dis sur l'agriculture, en fait, c'est une inversion. C'est une inversion, ça. Quand on bascule de la performance à la robustesse, on ne fait pas une transition, on ne fait pas une redirection, on ne fait pas une bifurcation, on fait une inversion. On fait le contraire de ce qu'on faisait avant. Donc dans le monde de la performance, dans l'agriculture, on exploitait les écosystèmes pour augmenter la production. C'était ça, le logiciel de l'agriculture intensive. Dans le monde de la robustesse, on se pose la question inverse. On se demande comment la production peut nourrir les écosystèmes. Donc ça, voilà, c'est l'agroécologie. Et donc là, c'est le monde de la richesse des interactions. C'est pareil, c'est comme les êtres vivants. Il y a beaucoup plus d'interactions là. C'est qu'en fait, quand vous faites ça, là, en fait, un paysan qui est dans l'agroécologie, il ne fait pas juste du rendement en grain, qui est très étroit comme vision. Il fait aussi de la biomasse, il maintient aussi des insectes auxiliaires, il maintient l'hygrométrie de ses sols, il maintient des tas de services écosystémiques. S'il a des mélanges variétaux, il les mélange avec ses voisins paysans. Donc c'est vraiment la richesse des interactions. Et donc c'est pour ça, moi, ce que je vous dis, en plus il y a beaucoup de jeunes ici, le monde de la robustesse, c'est un monde où on ne va pas regretter le monde de la performance. On est en train de quitter le monde du burn-out. Le monde du burn-out des humains et le monde du burn-out des écosystèmes. Et il était temps, il était temps. Mais c'est en train de venir. Alors, dans un exemple dans le monde de l'architecture, ou plutôt du paysagisme, là, parce que l'agriculture, c'est un peu plus loin de l'architecture, mais il y a Gilles Clément, par exemple. Gilles Clément, c'est un paysagiste qui a décidé de jouer sur la biodiversité locale. Il fait des paysages, ou des jardins, avec la biodiversité locale. Il s'est rendu compte que dans le monde de la performance, quand on était paysagiste, on faisait la guerre aux plantes. On utilisait des lance-flammes pour tout cramer, on mettait des pesticides, on faisait venir des plantes, des colonies, si je force le trait, voilà, c'est un peu ça, quoi. Voilà, donc on peut très bien le faire et ça marche très bien, voilà. Donc ça, c'est en train de se développer très fort. Bon, je ne vais pas insister sur l'agriculture parce que je triche un peu, parce que ce sont des êtres vivants, donc évidemment que c'est plus robuste, vu que c'est des êtres vivants, voilà. Alors du coup, on va creuser un petit peu plus. Est-ce qu'on peut faire basculer de la performance à la robustesse dans d'autres domaines? Alors évidemment, oui. Par exemple, la ville.
La ville. Alors, là, je vous prends l'exemple du vieux Lyon. Là, donc c'est un vieux quartier Renaissance à Lyon, qui est très typique de cette époque, qui est encore très récente, jusqu'à encore récemment. Ce qu'on faisait dans les villes, c'est qu'on voulait évacuer l'eau. C'est ça, en fait, des villes, c'est des vastes autoroutes pour évacuer l'eau, quoi. On veut s'en débarrasser parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'inondations, etc. Et donc, on optimise le trajet de l'eau pour vraiment la faire fuir, quoi. Alors, à Lyon, hein, en 2050, il y aura 30% d'eau en moins. Donc, on ne peut plus faire ça, hein. Ça, c'est le logiciel d'avant, hein. Ça c'était le logiciel où voilà, il y avait l'eau, on était des petites villes. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, on fait plutôt des villes éponges. Des revêtements qui laissent passer l'eau, qu'on peut stocker. Bon, en fait, oui, c'est une inversion. Hein. De nouveau, hein, c'est une inversion. Si vous voulez, le monde de la performance, c'est le monde du zéro stock. C'est le monde du zéro stock, c'est le monde du flux tendu. Le zéro stock, le flux tendu, bah, c'est ça, c'est une canalisation, hein, finalement. Bah non, dans le monde de la robustesse, on fait des stocks. Et puis, on se reconnecte au vivant, c'est-à-dire que son eau, on va essayer de la garder, quoi, et puis de la remettre en circulation, de la recycler, quoi. Alors ça, c'est pour un petit peu voilà, la petite minute d'urbanisme, mais il y a d'autres exemples, en fait, pour les objets, où c'est pareil, le régénérable vient très très fort. Alors là, je prends un exemple, alors j'aurais pu prendre l'exemple des isolants, hein, que vous connaissez bien, hein. De plus en plus, on est en train de quitter les isolants à base de pétrole pour aller vers des isolants type paille, quoi, qui sont beaucoup plus respectueux de l'environnement, qui sont en général moins performants que les matériaux très techniques à épaisseur égale, mais par contre qui sont plus robustes, parce que ceux-là, on peut les produire localement, voilà, et on peut les approprier localement. Et là, je vais vous prendre un autre exemple qui est aussi applicable à la construction, c'est les batteries. Les batteries. Alors là, vous avez la batterie au lithium, ça marche très bien, mais il y a du lithium, hein, et il y a du cobalt aussi dedans, hein. Donc c'est des batteries qui fonctionnent très bien, ça accompagne le tournant vers le tout électrique, mais si on voit le cycle de vie entier de ces batteries au lithium, bon, c'est pas toujours joli, quoi. Surtout sur la partie cobalt, hein. Enfin, je vous épargne les histoires sur les mines au Congo avec les enfants qui vont chercher le cobalt. Enfin bon, c'est quand même très compliqué, hein, ces sujets-là, hein. Donc du coup, ça c'est quand même le monde de la performance, hein. On essaie de faire des batteries petites, performantes. Alors du coup, c'est quoi la version robuste, hein, de la batterie future? Et ben là, je vous donne un exemple. Ça, c'est en Suède, c'est une boîte qui s'appelle le Linia et c'est une des boîtes qui a identifié que la lignine. Donc la lignine, c'est la deuxième molécule la plus abondante sur Terre. Si vous voulez, c'est la deuxième molécule du bois. Dans le bois, il y a de la cellulose et de la lignine. Quand vous voulez faire du papier à partir du bois, en fait, vous extrayez la cellulose et vous jetez la lignine. Ben, si vous récupérez cette lignine, vous pouvez faire des films de lignine et ces films de lignine vont stocker l'électricité. On peut stocker de l'électricité avec de la lignine. Ben avec ça, alors vous allez avoir des batteries qui sont entièrement biodégradables, hein, c'est-à-dire que votre batterie ne fonctionne plus, vous la mettez au fond de votre jardin et c'est un champignon qui va la manger. Ça, c'est l'avenir. Alors, en quoi c'est... évidemment que ça, c'est robuste, hein, parce que c'est robuste d'un point de vue socio-écologique, mais en quoi c'est moins performant? Ben, c'est beaucoup plus gros. C'est beaucoup plus gros. C'est-à-dire que des batteries comme ça, vous ne pouvez pas les mettre sur une voiture, hein. C'est vraiment, c'est beaucoup trop gros, hein. Là, il ne faut pas rêver. Et aussi, c'est plus fragile, évidemment, parce que c'est biodégradable, hein. Donc, s'il y a de l'eau qui rentre dans votre batterie, il y aura des champignons dans votre batterie, hein, et elle va manger votre batterie. Donc, vous voyez, il faut penser les choses un petit peu différemment, quoi. Mais par contre, il n'y a pas d'impact, ou très peu d'impact sur l'environnement, quoi. Donc, c'est ce que je dis souvent. On entend souvent l'expression décarboner l'économie. Vous savez, ça, on l'entend beaucoup dans les médias, hein, décarboner l'économie. Ben non, il ne faut surtout pas décarboner l'économie. Il faut décombustionner l'économie. Il faut arrêter de brûler du carbone. Il faut arrêter de brûler du carbone fossile et arrêter de brûler du carbone non fossile. Il faut arrêter de brûler des biocarburants. Il faut arrêter de brûler du bois, quoi. Il faut arrêter d'émettre du CO2. Ça, on est d'accord. Donc ça, c'est décombustionner l'économie. Mais par contre, il faut recarboner l'économie. Il ne faut pas qu'on remplace le pétrole par des métaux, par du lithium, par du cobalt. Ça, c'est dépassé. Ça c'est le monde de la performance qui n'a pas trouvé la solution. Non, il faut recarboner l'économie. Donc là, par exemple, l'INIA, c'est des batteries à base de carbone photosynthétique. Il y a plein d'autres exemples, hein. Je peux vous donner un exemple dans mon équipe. On a un projet avec un physicien. Si vous voyez un oignon, hein, de supermarché, enfin, ou de marché tout court, vous ouvrez votre oignon et à l'intérieur, il y a une petite membrane à l'intérieur, là. Cette membrane, c'est un épiderme. Si vous mettez ça dans un microscope un peu particulier, vous allez voir que cet épiderme d'oignon a des propriétés phononiques. Phononique, ça veut dire qu'elle va absorber certaines ondes acoustiques.
Alors, pour vous la faire court, dans vos smartphones, actuellement, il y a des terres rares dont le rôle, c'est de faire ça. C'est de filtrer certaines ondes acoustiques. Et donc, je ne vais pas vous dire qu'on va mettre des oignons dans les smartphones demain, mais c'est de la recherche très amont. Mais c'est ça le futur, c'est de remplacer tous ces métaux, tout ce pétrole, par des métamatériaux biosourcés. Des matériaux qui sont texturés, voilà, qui ont c'est un peu ces pouvoirs magiques qu'ont les terres rares, quoi. Ça, on peut le faire avec des molécules biosourcées. Un autre exemple, c'est les peintures, hein, les peintures Peacock, par exemple. Peut-être que vous connaissez ça. Ça, c'est des peintures qui sont faites à partir de déchets organiques, donc intégralement biodégradables. Et ces peintures, c'est un peu comme l'oignon, là. En fait, ce sont des métamatériaux, donc c'est des matériaux qui sont nano-texturés et qui reflètent la lumière différemment. Quand vous avez ces peintures-là, donc c'est un peu comme les ailes de papillon, hein, vous voyez, iridescent là. C'est pas des pigments, ça, hein, c'est juste des nanomatériaux qui reflètent la lumière bizarrement. Donc, vous pouvez faire des couleurs comme ça, vous pouvez faire du rouge, du jaune, même pas iridescent, hein, juste des couleurs normales. Donc, c'est des peintures qui sont entièrement biosourcées, entièrement biodégradables. Il n'y a pas de solvant pétrole là-dedans, c'est entièrement. Voilà. Et alors, il y a un avantage, c'est que ce sont des peintures, vu qu'il n'y a pas de pigments, elles ne se décolorent pas. Donc, si vous peignez votre mur en rouge et qu'il est en plein soleil, il va rester rouge tout le temps parce que ce n'est pas des pigments. Donc, c'est juste un effet d'optique, quoi. Par contre, il y a un bémol, hein, c'est là que c'est moins performant. C'est s'il y a de l'humidité, là, les champignons vont s'y mettre, hein. Les champignons, de nouveau, ou les bactéries, elles vont bouffer votre peinture, quoi. Donc, il faut peut-être remettre des couches de temps en temps. Enfin, voilà, c'est une autre façon d'aborder les choses, quoi. Mais par contre, c'est circulaire, hein, c'est intégralement circulaire. Bon, voilà. Donc, alors ça, c'est une inversion, c'est une autre inversion, cette histoire de se reconnecter au vivant par le carbone, par le biosourcé, par le local. C'est ça. Dans le monde de la performance, on utilisait la matière pour gagner du temps. On brûlait du carbone, on brûlait du kérosène, par exemple, pour prendre l'avion. On utilisait du pétrole pour tout de suite avoir des peintures. Ça, c'est du court terme, c'est du clé en main, quoi. Dans le monde de la robustesse, on va faire l'inverse. On va utiliser le temps pour préserver la matière. C'est-à-dire qu'on va laisser pousser les plantes, on va laisser pousser les champignons, on va laisser pousser les bactéries, tout ça. Ça va prendre plus de temps, hein, c'est le monde de la bioéconomie, mais par contre, ça va préserver la matière. Notre seule ressource massive et renouvelable, c'est les plantes, hein. Ce sont les plantes, hein. 82% de la biomasse sur Terre, ce sont des plantes. Donc c'est ça notre vraie ressource. Si vraiment on veut faire de l'économie circulaire, il faut recarboner l'économie. Voilà. Je peux le dire comme ça. Ok, donc ça c'est pour les ressources. Alors maintenant, les process, en fait, vous le voyez tous et toutes, hein, on a basculé du monde du tout jetable, enfin on est en train de basculer du monde du tout jetable vers le monde du tout réparable. C'est que le monde de la robustesse produit des objets qui sont réparables à vie, et qu'on peut transmettre à la génération d'après. C'est ça la grande valeur de robustesse, hein, finalement, la réparabilité, hein, pour les objets. Donc là, il y a plein d'exemples, hein. Alors dans la construction, bois, terre, paille, hein, évidemment, ça ce sont des matériaux qui sont moins performants si on les compare à des matériaux hyper techniques qu'on pourrait mettre sur la Station spatiale internationale, si vous voulez, et qui par contre coûtent beaucoup d'énergie à fabriquer, qui parfois polluent les intérieurs, il faut encore de l'énergie pour les démanteler. Bon, ça c'est de la performance qui ne marche pas très bien, quoi. En tout cas, ça ne marche pas tout le temps. Là, vous avez des matériaux, bois, terre, paille, que vous connaissez bien, qui sont moins performants d'un certain point de vue, hein, à court terme, mais par contre, ils sont plus robustes, et notamment d'un point de vue social. C'est que quand vous construisez en terre crue, c'est des protocoles de construction qui sont relativement simples. Donc les citoyens peuvent s'approprier la réparation, l'adaptation de leur logement. Ça c'est de la robustesse. Quand il y a une catastrophe naturelle qui arrive quelque part, c'est quand même mieux si les citoyens sont capables de réparer leur logement eux-mêmes. C'est ce que fait la Voûte Nubienne, hein, par exemple. C'est une association qui promeut beaucoup l'habitat en terre crue en Afrique notamment. Aussi parce que ça a des tas de propriétés intéressantes dans un monde qui se réchauffe, hein. Bon, je passe les détails. Mais donc il y a plein d'autres exemples. Donc ça c'est l'habitat réparable, si vous voulez. Mais il y a aussi des exemples beaucoup plus anecdotiques, hein. Le Fairphone, c'était impensable il y a 30 ans, quoi. Enfin, là maintenant, ça se développe beaucoup, le Fairphone. C'est un smartphone réparable. Alors c'est la version vraiment toute petite, hein. C'est la réparation de base, quoi. Juste ce qui est périphérique au smartphone, mais c'est quand même déjà quelque chose, quoi. Et puis bon, évidemment, les ateliers de réparation, il y en a de plus en plus, hein. Le village du futur, c'est un atelier au moins de réparation citoyenne, mais partout, quoi. C'est imminent. Et en fait, ce monde-là, en fait, c'est le monde où on bascule de l'économie capitaliste propriétaire vers l'économie de l'usage.
Et ça, c'est en train de se développer très fort, y compris par les grandes industries. Michelin vend du kilomètre de pneus actuellement. Bah ça, c'est la bascule de l'économie propriétaire à l'économie de l'usage. Même pour une grosse boîte comme Michelin, c'est pareil pour Decathlon qui va vers Trocathlon, quoi. En fait, on le voit bien, ça. C'est quand même, vous pouvez le constater tout autour de vous. On est en train de basculer dans ce monde-là. Et alors, évidemment, dans l'architecture, c'est le monde du déjà là, quoi. C'est qu'en fait, plutôt que de faire si vous voulez, alors je caricature, c'est vous les experts, hein, mais de mon point de vue de biologiste, l'architecte de la performance, c'est celui qui va vouloir laisser sa marque. C'est celui qui est dans le pouvoir, qui est coincé dans le pouvoir. Le pouvoir, c'est la performance, hein, et la performance, c'est le pouvoir. Et ben, si vous faites une architecture du déjà là, que vous adaptez le territoire, voilà, je prends l'exemple de Patrick Bouchin, bon, c'est l'exemple pratique parce que c'est celui que je connais, mais certainement vous en connaissez d'autres. Si vous basculez dans le déjà là et que vous faites un projet d'architecture qui respecte les citoyens, qui respecte le déjà bâti, ben, vous n'êtes plus dans le pouvoir, vous êtes dans la puissance. C'est ça le monde de la robustesse. Quand on bascule de la performance à la robustesse, on bascule du pouvoir à la puissance. Si vous voulez, le pouvoir, c'est quand on prend, c'est vraiment comme la Renaissance, enfin comme la perspective, là, c'est qu'on prend le territoire, on prend les gens, on est des prédateurs, quoi. Quand on est dans le pouvoir, la position de pouvoir, c'est celle-là. Donc c'est fermé sur les autres, alors que la puissance, c'est au contraire, on partage avec les autres. Et on délègue, et il y a des relais, et ça se suit, on transmet, quoi. C'est pas du tout nous qui nous prolongeons, quoi. C'est vraiment autre chose. Et ben, le monde du déjà là, le monde de la robustesse, c'est le monde de la puissance. Ou si je vous le dis différemment, le pouvoir rend impuissant. La robustesse, ça donne de la puissance. Et donc, l'architecture du futur, c'est une architecture qui est puissante. Parce qu'en fait, elle rend les citoyens autonomes. Et donc ça, c'est une inversion. Alors c'est l'inversion des ingénieurs, mais c'est l'inversion de tous ceux qui ont un rôle de décision, finalement. Ça va bien au-delà des ingénieurs. L'ingénieur, dans le monde de la performance, c'est le roi du pétrole, parce que c'est lui, on lui demande de faire des incréments de performance via des délégations techniques distantes. C'est ça, un ingénieur dans le monde de la performance. Dans le monde de la robustesse, c'est les mêmes savoirs, hein, c'est les mêmes maths, c'est la même physique, c'est les mêmes chimies, c'est tout pareil, quoi. Mais par contre, c'est le sens des projets qui change. Il s'agit de faire des projets robustes. Alors, comment on fait des projets robustes? Il faut qu'ils soient techno-diversifiés et qu'ils visent l'autonomie technique des citoyens. Ça, c'est robuste. Et donc, vous voyez, là aussi, c'est une inversion. C'est que la question du sens, elle est là, en fait. Dans le monde de la robustesse, on retrouve du sens à nos activités. C'est plus la performance pour la performance qui s'auto-justifie, quoi. Là, c'est vraiment, on se reconnecte aux citoyens et on se reconnecte à la planète, quoi, et aux êtres vivants, parce que évidemment, c'est ce qu'ils font aussi. Alors, juste un petit mot, j'ai dit techno-diversifié. C'est pour insister sur le fait que le monde de la robustesse, on pourrait un petit peu avoir l'impression, avec l'histoire de terre crue, de paille, de bois, tout ça, là, que c'est le retour en arrière. Hein, dire, voilà, en fait, d'accord, la robustesse, c'est le retour. Non, en fait, voire même c'est technophobe, quoi. On pourrait se dire, oui, la robustesse, voilà, vous acceptez pas les nouvelles technologies. Ah non, alors pas du tout. Qui est technophobe entre la performance et la robustesse? C'est la performance. C'est la performance qui est technophobe. Parce que dans le monde de la performance, dès qu'il y a une technologie qui est plus performante, elle écrase les autres technologies. Ça, c'est technophobe. C'est même la définition de la technophobie, j'ai envie de dire. C'est qu'en fait, on est en train de détruire des tas de technologies juste parce qu'il y en a une qui est plus performante que l'autre. Donc dans le monde de la robustesse, au contraire, on garde tout. On garde tout à condition que ce soit robuste. C'est un filtre. Mais par contre, on peut avoir des tas de solutions. Et en fait, il faut avoir des tas de solutions. Dans un monde fluctuant, il faut mieux diversifier. Il faut avoir voilà, une forme de redondance, des formes d'incohérence, des projets qui sont contradictoires les uns avec les autres. Et ça, là, comme ça, on est adaptable. On est capable de s'adapter à quelque chose qui est imprévisible. Ça, c'est le monde de la robustesse. Alors, ça se décline aussi dans les organisations, hein, cette bascule vers la robustesse. Et donc, alors pour les architectes, évidemment, l'habitat participatif, hein, ça c'est un exemple typique du monde robuste qui vient. L'habitat participatif, c'est un habitat où les habitants conçoivent, créent, gèrent leur logement ensemble. Donc ça prend beaucoup plus de temps, hein, parce que vous imaginez bien que avant qu'on ait designé, voilà, qu'on ait fait à peu près le tour, que tout le monde soit d'accord, qu'on se dise oui, alors où est-ce qu'on met la chambre d'amis partagée, où est-ce qu'on met l'étage pour les enfants, le potager partagé, qu'est-ce qu'on va mettre dedans, quelles sont les règles.
Donc il faut résoudre des conflits, etc. Donc, en général, ça met 5 ans, hein, en moyenne, hein, un habitat participatif pour sortir. Hein, donc c'est quand même très très long. Hein, par rapport à un habitat non participatif, donc où on va voir l'agent immobilier et puis 2 mois plus tard, on a les clés, quoi. Vous voyez, ça c'est le monde de la performance. Quand on est optimiste, oui, je suis d'accord, dans le meilleur des cas. Mais donc vous voyez, 5 ans, là, donc c'est quand même beaucoup moins performant. Mais par contre, c'est beaucoup plus robuste, parce que là, les citoyens, non seulement ils ont un habitat qu'ils connaissent bien, qu'ils sont peut-être capables de réparer eux-mêmes, ils connaissent leurs voisins, ils ont aussi appris pendant les 5 ans du process à coopérer. Donc ça a été aussi une école de la coopération. Donc c'est extrêmement robuste. L'exemple typique, c'est pendant la période Covid, pendant la pandémie, il y a des études psychologiques qui ont été faites dans les habitats participatifs et puis dans d'autres types d'habitats. Il n'y a pas photo, hein. La pandémie, ça leur est passé vraiment au-dessus dans les habitats participatifs, parce qu'en fait, ils avaient déjà un noyau central qui leur ont permis de traverser le confinement bien mieux que d'autres habitats, quoi. Moi, je pense toujours à l'étudiant qui était dans sa chambre de 9 mètres carrés, hein, dans le confinement. Bon, là, c'est quand même compliqué, quoi. Bon, là, c'est quand même plus joyeux, quoi. Et donc ça, c'est aussi dans l'éducation. L'éducation, en fait, on est en train de basculer de l'école de la compétition et de la performance vers l'école de la coopération. L'école de la coopération, c'est plus descendant, c'est plutôt des élèves, des enfants qui s'apprennent les uns aux autres. Si vous voulez, c'est la reconnaissance, elle ne vient pas de la note qu'on reçoit sur son devoir, elle vient du fait que quand élève, on apprend quelque chose, on découvre quelque chose, on l'apprend à ses autres camarades, quoi. Ça, c'est de la vraie reconnaissance. Et vous savez qu'on a tous et toutes besoin de reconnaissance, hein. C'est un besoin primaire, hein, comme l'alimentation. On a tous et toutes besoin de reconnaissance. Donc ça, c'est des écoles où on a de la reconnaissance tous les jours. Donc c'est pour ça que moi je vous dis, le monde de la robustesse, il y a rien à regretter, hein. On a été tellement loin dans le monde de la performance toxique qu'on ne se rend même plus compte à quel point c'est toxique, quoi. Le monde de la robustesse, c'est beaucoup plus engageant. Et donc ça, il y a plein d'exemples, hein. École Freinet, école Montessori, école Stromberg en Finlande. Enfin, voilà. Il y a vraiment des tas d'exemples, quoi. L'école mutuelle aussi, voilà, il y a longtemps déjà. Donc voilà, donc en fait mon message est tout simple, c'est ça, hein, c'est qu'en fait dans le monde fluctuant qui vient, dans le monde turbulent qui vient, les êtres vivants, qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh bien, il faut rééquilibrer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément complètement annuler la performance, mais il faut rééquilibrer. On peut se permettre un peu de performance, de temps en temps il y a besoin de faire un coup de bourre. Quand on va à l'hôpital, eh bien, vaut mieux que voilà, le soignant il soit performant, parce que si vous avez une hémorragie, ben là il faut être performant. Mais par contre, il faut espérer que l'hôpital n'est pas performant. Parce que si l'hôpital est performant, tout le monde est à flux tendu, et donc le soignant qui va vous qui va vous soigner votre hémorragie, il est probablement fatigué, hein, et donc il va probablement se planter, quoi. Donc il vaut mieux que l'hôpital soit robuste, et que de temps en temps, on autorise un peu de performance, quoi. Ben ça, c'est les êtres vivants, c'est la fièvre, hein, ça serait ça l'équivalent, quoi. Quand on a la fièvre, c'est là qu'on est très performant au niveau métabolique, mais par contre, le reste du temps, c'est plutôt en dessous, quoi. Donc c'est plutôt de la robustesse. Et donc cette bascule de la performance à la robustesse, eh ben, c'est ce que je vous disais, c'est aussi une bascule du pouvoir vers la puissance. Donc là, je recite Patrick Bouchain. Bon, ça c'est un grand classique en architecture. Bon, après, ça vous parlera, je pense que vous avez certainement d'autres sources d'inspiration. L'architecte ne doit pas imposer son geste. Imposer son geste, c'est du pouvoir. Si vous le faites émerger par des approches participatives, par des liens au territoire, par du déjà là, ben ça c'est de la puissance. Je ne vais pas redire ce que je dis tout à l'heure. Alors, je vais finir avec une méthode, un point de méthode, parce que là, ce que je vous ai dit, en fait, c'est un peu, si vous voulez, c'est à la fois un principe du vivant, un principe qui va nous habiter au XXIe siècle parce qu'on n'aura pas le choix. Le monde va devenir très fluctuant. La réponse opérationnelle aux fluctuations, c'est la robustesse. Ce n'est pas la performance, hein. La performance, c'est s'enferrer dans une voie étroite. La robustesse, c'est ouvrir le champ des possibles. Dans un monde fluctuant, c'est ça qu'il faut faire. Mais c'est aussi une méthode. Et donc là, je voudrais juste terminer avec un point de méthode. Alors la première chose à dire, c'est qu'il faut commencer par la robustesse. Il faut commencer par la robustesse. Si vous, face aux défis socio-écologiques, vous vous dites, alors déjà, bon, développement durable, ça, ok, on a compris, il fallait arrêter, parce que c'est toujours de la performance finalement. La sobriété. Alors la sobriété, on peut se dire, bah, ça c'est mieux quand même la sobriété, parce que voilà, on va réduire nos impacts, c'est mieux. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment mieux la sobriété? La sobriété, alors il y a deux choses. Si vraiment on fait de la sobriété, eh ben on risque de réduire ça de l'efficience énergétique, et il va y avoir des effets rebonds à tous les tournants, et du coup, à la fin, on ne va pas réduire nos impacts. On est exactement dans ce moment-là, en ce moment, hein. On parle de sobriété, mais en fait, on n'est pas du tout sobre, hein. Et la deuxième chose, c'est que la sobriété, ça ne répond pas à une pulsion humaine profonde. Qui veut réduire? Qui veut être sobre? Surtout ce soir, après l'arrivée au bar. Pas sûr, quoi. Donc ça répond pas à une pulsion humaine profonde, quoi. Alors, la robustesse, ça répond à une pulsion humaine profonde.
Qui veut durer? Qui veut transmettre? Ça, c'est le sens de la vie, hein. Enfin, je vous le dis brutalement. Le sens de la vie, c'est la seule question qu'on se pose à la fin de sa vie, c'est qu'est-ce que j'ai transmis? C'est tout, hein. Voilà, voilà. Il semble que c'est donc ça. Et alors pourquoi? Donc du coup, pourquoi commencer par la robustesse? Parce que quand vous pensez à la robustesse, vous répondez à une pulsion humaine profonde, qui est de durer, qui est de transmettre. Et ce qui est incroyable, c'est que quand vous faites de la robustesse, vous produisez de la sobriété. La sobriété est le résultat. Et donc c'est opérationnel, c'est vraiment opérationnel. Ce sera de la sobriété fonctionnelle. C'est pas de la sobriété matérielle, c'est de la sobriété fonctionnelle. Ce sera le produit des interactions. Disons que c'est de la vraie sobriété, systémique, quoi, qui a vraiment un impact de réduction. Alors, dans la méthode, j'ajoute 2 mots, et puis après j'arrête, parce qu'il ne faut pas que je sois trop long. Là, je vous montre la pyramide des projets. Alors, des projets d'architecture, mais c'est des projets de tout type de projets. En général, quand on fait des projets, actuellement, dans le monde de la performance, on a internalisé le fait que le socle, c'est la viabilité économique du projet. Il faut que ce soit économiquement rentable. Donc, c'est le socle, c'est l'économie. Si c'est rentable économiquement, alors on peut faire un modèle social. Et si on a un modèle social qui fonctionne relativement bien, eh ben, on peut s'occuper de l'environnement, quoi, en prendre soin. Bon, ça, c'est hyper fragile, hein, parce que la fondation économique, elle n'a aucun sens. L'économie, ce n'est pas un socle. C'est juste une fiction humaine qui n'a, par exemple, la loi de l'offre et la demande, elle n'existe pas chez les êtres vivants. Chez les êtres vivants, c'est la loi des besoins et des ressources, ce qui est quand même très différent de la loi de l'offre et la demande. Donc, voilà, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais donc en fait, il faut l'inverser, cette pyramide aussi. Dans vos projets, donc la première chose, c'est vous commencez par la robustesse, et ensuite, vous vous demandez si votre projet, il répond à cette pyramide-là. Est-ce que le socle de mon projet, est-ce qu'il est ancré dans les milieux naturels? Est-ce que mon projet prend soin des milieux naturels? Si mon projet prend soin des milieux naturels, alors ça va créer du lien social, forcément. Et si ça crée du lien social, à partir de ça, ça peut produire des modèles économiques. Et là, l'économie, elle est à la bonne place. L'économie, ça doit être le résultat. Il faut que ce soit le produit de sortie. Il ne faut pas que ce soit la contrainte d'entrée. Et ça, donc vous voyez, c'est une inversion. Quand on bascule de la performance à la robustesse, c'est une inversion. Et là, en fait, on redevient terrien, là. Ça, c'est terrien, ça. Là, on est sur Terre, là. À gauche, la pyramide de la performance, c'est extraterrestre. C'est la pyramide d'Elon Musk dans sa fusée. Voilà, alors, je vais un tout petit peu détailler avec une dernière diapo pour vous dire un petit peu comment vous pouvez faire vraiment, enfin avec une méthode, voilà, point par point. C'est ce qu'on a appelé à l'Institut Michel Serres la santé commune. Donc, ce qui fait appel un peu au CARE, d'ailleurs, un petit clin d'œil à Cynthia Fleury. Alors, du coup, il y a 3 étapes dans vos projets. La première étape, quel que soit votre projet, à vrai dire, que ce soit un projet d'architecture ou n'importe quel autre projet, la première question à vous poser, c'est la question de la question. Il faut questionner la question. Il faut faire un test de robustesse sur votre question. En général, on apporte les meilleures réponses aux mauvaises questions. C'est ça le cas général. Notre cerveau fait des raccourcis, parce qu'il n'est pas très performant, il fait des raccourcis, et du coup, on arrive très rapidement sur la solution, et on a oublié la question de départ, où en fait on a déjà inventé une solution alors qu'on n'avait pas vraiment travaillé la question. Donc, passer plus de temps sur les questions, c'est absolument nécessaire avant de se lancer dans un projet. Donc, il y a des façons de faire. Une façon simple, c'est de présenter votre projet à des personnes qui sont très distantes de vous, qui sont d'autres cultures, qui font d'autres métiers. Présentez vos projets d'architecture à des ballerines, à des boulangers, à des traders. Quand vous allez présenter vos projets à ces personnes très lointaines, vous allez rentrer dans l'imaginaire de ces personnes-là et vous allez être obligé de reformuler votre projet. Quand vous reformulez votre projet, vous faites passer un test de robustesse à votre projet, à votre question. Et si votre question, elle n'a pas changé, ça veut dire que c'était robuste. Donc ça veut dire que c'est bon, c'était bien la bonne question. Mais 9 fois sur 10, vous allez voir, ça va déplacer votre question. Parce qu'en fait, vous n'aviez pas identifié la bonne question. Donc ça, c'est super important, passer plus de temps sur les questions. Première étape. Deuxième étape, votre projet, il doit suivre la pyramide que je vous ai montrée juste avant. Donc il doit prendre soin de la santé des milieux naturels, de la santé sociale et de la santé humaine. Et dans la santé des milieux naturels, il faut que votre projet, il alimente la santé des sols, de l'eau et de la biomasse, donc des êtres vivants. Et il faut que ça alimente les 6 cases là, sans exception.
Vous imaginez bien que si votre projet, il alimente la santé des sols, mais par contre, il pollue l'eau, bah, forcément que ça va pas marcher, quoi. Ça va polluer les sols au bout d'un moment, quoi. Donc, il faut vraiment que les 6 cases soient tickées, quoi. Donc là, quand vous avez un projet comme ça, qui répond à une vraie question, qui est une question robuste, et là, vous avez un projet comme ça, bah déjà, vous êtes... là, c'est pas mal, hein. Mais c'est pas suffisant. Il y a encore une troisième étape. La troisième étape, c'est de faire passer un test de robustesse à votre design, là, à votre projet, quoi. Comment vous faites? Eh bien, vous faites subir à votre projet une fluctuation, virtuellement, hein. Donc, par exemple, si le coût de l'énergie augmente d'un facteur 30% l'année prochaine, est-ce que mon projet tient toujours? Est-ce que si les subventions de l'État sont diminuées de moitié l'année prochaine, est-ce que mon projet tient toujours? Si j'ai une inondation dans tel secteur, est-ce que mon projet tient toujours? Si votre projet tient toujours, eh bien, il est robuste. Il est robuste, et donc, qu'est-ce que ça produit, ça? Eh bien, ça produit un modèle économique. Donc là, vous voyez, l'économie n'est plus une contrainte d'entrée, c'est un produit de sortie. Ben, c'est comme ça qu'on atterrit, hein. C'est comme ça qu'on atterrit. Voilà, ben donc j'ai terminé. Donc si vous voulez creuser cette affaire, il y a des livres. Alors donc la troisième voie du vivant, pour le détail, pour vraiment rentrer dans le fond de cette voie du vivant et comment ça se décline dans les mondes sociaux avec beaucoup de références et beaucoup de détails. Et puis sinon, il y a 3 semaines, j'ai publié un petit tract chez Gallimard. Donc c'est des petits bouquins de 60 pages qui résument le message principal. Et sinon, Manifeste pour une santé commune avec l'Institut Michel Serres. Et sinon, alors j'ai aussi des cours sur YouTube, donc n'hésitez pas, c'est accessible. Je vous remercie. Merci Olivier, merci évidemment de cette belle présentation et de cette belle perspective optimiste du monde. On va peut-être pouvoir se donner quelques minutes pour des questions. Est-ce que vous avez des questions? Profitez-en. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Passez le micro. Commencez par le front d'arrière. Déjà, merci. Moi, je me posais la question de la radicalité en fait, de votre projet, parce que dans ce que j'écoute, vous me faites énormément penser à un autre théoricien qui est Kropotkin, qui parle aussi de l'étude de la nature et qui dit que la nature ne connaît pas la propriété privée, ne connaît pas les cultes, etc. Et donc, est-ce que on est en train d'utiliser la nature pour faire passer des discours qui existent déjà, mais qui sont devenus inaudibles aujourd'hui? Et donc, la question, par exemple, du communisme libertaire, parce que c'est exactement ce que vous proposez, l'entraide, le refus de l'autorité, etc. Et donc, quelle place pour l'architecte dans un monde où les commanditaires, même si c'est tout, finalement, parce que sauf que notre existence, c'est quand même un peu la propriété privée. Voilà, je vous remercie. Alors, en effet, je vais tout de suite dire un truc, la radicalité est coincée dans la performance. Quand on est dans la radicalité, on est encore dans la performance. C'est en fait, le discours de la robustesse n'est pas radical. C'est un discours, ça peut paraître radical, en effet, dans un monde qui est encore coincé dans la performance. Mais en fait, si on prend un peu de recul, le monde de la robustesse, c'est juste un discours pragmatique face à un monde fluctuant. Je prends l'exemple vivant, tu as raison, le vivant pour moi c'est un récit qui est concret. Et en fait, avant moi, les analyses des systèmes, les gens qui sont assis dans l'éthique avaient déjà parlé d'opposition entre robustesse et performance. Donc c'est très très bien connu dans en mathématiques, en informatique, tout ça, en robotique aussi. Il y a des tas de secteurs où c'est complètement différent. Ce qui me plaît bien avec le vivant, c'est que c'est un récit concret, quoi. Enfin, on le voit, on l'a autour de nous et on a la preuve depuis des millions d'années que ça marche comme ça. Mais par contre, c'est pas radical. C'est-à-dire que c'est radical vu de quelqu'un qui est drogué à la performance. Et je suis d'accord avec toi, on est tous là-dedans. Forcément, ça peut paraître radical. Alors qu'en fait, non, c'est juste une réponse pragmatique à un monde futur. Et alors, pour aller dans ton sens, je parle souvent à des entrepreneurs, à des PDG.
qui sont, alors c'est plutôt dans des petites et moyennes entreprises. Hein. Je n'ai pas perdu mon temps à parler à Total ou à des grandes boîtes, parce que là c'est désespéré. Mais par contre, les petites entreprises, alors, elles font l'épreuve des fluctuations. Et je peux vous dire que le discours de robustesse fonctionne très bien chez ces entreprises-là. Et ça, pour moi, c'est un signe que, justement, le monde est en train de basculer. Parce qu'il y a 5 ans, quand j'en parlais, on m'écoutait poliment, hein, mais pas tellement plus. Hein. Aujourd'hui, non, c'est pas du tout ça, hein, parce qu'il y a eu la crise Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, la crise énergétique, etc. Donc maintenant, le monde est fluctuant, ça parle vraiment. Et donc moi, je serais beaucoup plus optimiste. Et je pense, en effet, que ça va devenir, ce qui va devenir radical, c'est le monde de la performance. Ça va tellement se ringardiser qu'on va se dire, oui, comment ça se fait qu'on vivait comme ça à l'époque. Excusez-moi, monsieur, le cerveau, il est performant ou robuste selon vous? Alors, les deux. Comme tout, hein, c'est-à-dire en fait, chez les êtres vivants, il n'y a pas que de la robustesse, hein, il y a aussi des moments de performance. Donc, alors, je ne suis pas un neuroscientifique, hein, donc là, je vais rester très macro, mais dans le cerveau, il y a un peu les deux systèmes. Il y a le système réflexe qui fonctionne très rapidement, sans trop réfléchir, et donc là, c'est de la performance qui consomme beaucoup d'énergie, donc c'est aussi efficient. Et puis il y a le système 2 qui est beaucoup plus dans la réflexion, là, ça c'est beaucoup plus robuste, parce que du coup, on se pose des questions, c'est beaucoup plus intégré. On peut considérer que le cerveau, il a un peu ces deux fonctions-là. Et ça, ce qui est important aussi à comprendre, c'est qu'on peut l'éduquer, son cerveau. Si vous ne mangez, alors je vais dire n'importe quoi, mais si vous avez faim, ou si vous mangez trop de sucre, ou si vous avez une éducation qui est un peu dans le zapping permanent, vous n'allez pas tellement entretenir votre système de quoi. Vous allez plutôt entretenir votre système performant, votre cerveau performant. C'est sûr qu'il va plutôt vous faire prendre des aliments toxiques près des caisses, parce que c'est le moment où on est plus fatigué et on se fait avoir facilement. Alors que si on est un peu éduqué, peut-être que déjà on va pas au supermarché. Et aussi, voilà, on peut prendre des produits plus simples, parce que voilà, on est formé. Donc le cerveau, il est aussi ambivalent. Une autre question? Au fond. À la fin de votre présentation, il y avait juste quelque chose que je n'avais pas compris. Vous avez dit la sobriété et le résultat, devrait être le résultat de la robustesse. Oui. En fait, si la sobriété, si on le met en étendard, sobriété, aujourd'hui, quand on parle de sobriété, en général, on dit bon, alors, il faut réduire nos consommations, il faut réduire nos émissions de CO2. En fait, ça revient surtout à ça. Et du coup, on bascule du pétrole au tout métal, et donc en fait, localement, on émet moins, mais on fait des pollutions en Chine, on fait des effets rebonds, on achète des ampoules basse consommation, mais on utilise des éclairages, voilà, on prend moins d'avion, en plus l'avion globalement, même s'il consomme moins de kérosène. Donc ça, c'est la sobriété qui ne marche pas, quoi. C'est la sobriété des effets rebonds, c'est la sobriété en fait, qui affiche de la sobriété, mais qui ne fait pas de sobriété. Donc en fait, ça, c'est la sobriété matérielle, avec des effets rebonds dans un cadre réductionniste, qui ne marche pas. Donc ce qui marche, c'est de commencer par la robustesse, donc se poser la bonne question, dans un monde futur, je fais de la robustesse. Quand je fais de la robustesse, en fait, je peux faire du gâchis, quoi. Et que je peux faire des batteries qui sont beaucoup plus grosses que les batteries lithium. Mais vu qu'elles sont biodégradables, et bien tout ça, ça rentre vraiment dans le cycle de la Terre, quoi. La technosphère redevient ainsi comme l'atmosphère, comme l'hétérosphère, la technosphère se recycle entièrement. Et donc en fait, c'est ce que font les êtres vivants. Hein. Les êtres vivants gâchent énormément, ils ne sont pas du tout sobres. Hein. Les plantes gâchent 99% de l'énergie solaire. Et à chaque étape de la chaîne alimentaire, il y a 90% d'énergie qui est perdue. C'est que les êtres vivants ne sont pas sobres, ils sont robustes. Et bien, leur robustesse, elle n'est pas matérielle, elle est fonctionnelle. Elle est fonctionnelle. C'est une sobriété dans les interactions. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup d'interactions qui font qu'en fait, on remplace l'abondance matérielle par l'abondance des interactions. On a plein de solutions à tous nos problèmes, non pas en tapant dans le stock de ressources, mais plutôt en tapant dans l'hétérogénéité des partenaires. C'est les symbioses, hein, typiquement. Les symbioses, on remplace un tas de ressources par des tas de partenaires. C'est le monde de la richesse des interactions. Voilà, je pourrais dire ça aussi. Oui, moi je vous remercie parce que je suis d'accord avec votre vision des choses, mais je ne suis pas d'accord avec votre optimisme. Parce que quand vous dites qu'on est en train de basculer,
Moi, je vois quand même au niveau technologique, on va plutôt vers la voiture autonome, la maison autonome que l'homme autonome. Je pense que c'est plutôt vers ça qu'on tente de nous faire croire que c'est vers ça. Bon. Et donc, voilà, je voudrais être optimiste, donc je voudrais vous écouter là-dessus. D'accord, d'accord. Alors, en effet, on est dans le moment où il y a les deux mondes. Hein. Il y a le monde de la performance, il y a le monde de l'hyper-performance, et puis il y a le monde de la robustesse qui est en train de monter. Mais il ne faut pas oublier que, par exemple, pour prendre l'exemple de la voiture autonome, c'est marrant d'ailleurs, parce que la sémantique est terrible. Hein. La voiture autonome n'a jamais été si peu autonome, quand on réfléchit bien. C'est qu'en fait, c'est une voiture qui dépend d'une technologie, d'une complexité extrême, avec des microprocesseurs fabriqués à Taïwan, qui est menacée géopolitiquement. Enfin, c'est la voiture autonome, c'est l'exemple typique de la voiture qui n'est pas du tout autonome. Donc en fait, ce qui va se passer, pour ma prédiction, alors il faut faire attention quand on est scientifique, parce que voilà, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais il va y avoir des fluctuations, et les projets très performants, ce sont les plus fragiles. Donc la voiture autonome, ça va être un des premiers projets qui va tomber à l'eau. Parce que quand on n'aura plus accès au lithium, ou qu'on n'aura plus accès aux microprocesseurs de Taïwan, ou je ne sais pas quoi, on va l'abandonner ce projet-là. Par contre, on va refaire des voitures où il y a plus de mécanique, par exemple. Ça, c'est des voitures qui sont moins performantes, mais plus robustes. Et c'est très bien, il y aura l'autonomie des citoyens, etc. Donc moi, je reste optimiste, je ne suis pas complètement optimiste, c'est qu'il y aura de la casse, on va arriver à des situations, il y aura un peu de casse. Mais le monde qui vient est beaucoup plus intéressant que le monde qu'on quitte. Beaucoup plus intéressant. Alors moi, j'aimerais savoir si, selon vous, la notion de magnétisme est, selon vous, robuste ou performante? Alors c'est toujours pareil, le biomimétisme, il y a les deux aspects. Donc il y a le biomimétisme performant. Le biomimétisme performant, c'est quand on plaque l'idéologie de la performance sur le vivant. Donc par exemple, tu prends les fameuses écailles de requin et leur hydrodynamisme incroyable. Donc c'est des écailles striées qui empêchent les turbulences là, et du coup c'est un hydrodynamisme incroyable. Donc ça c'est un exemple typique dans le biomimétisme pour dire voilà, il faudrait copier ça pour faire des sous-marins encore plus performants ou je ne sais pas quoi. Donc là qu'est-ce qu'on fait? Nous, quand on fait ça, là, ce biomimétisme performant, en fait on isole un petit moment de performance du vivant et on le plaque sur nos systèmes humains industriels pour les rendre plus performants, pour les augmenter. Mais, alors ça donne beaucoup de notre obsession pour la performance, ça ne dit absolument rien du vivant. Et que le requin, avec ses écailles, là, en fait, si on regarde l'ensemble du système requin, ben c'est un objet qui n'est pas du tout performant, hein, le requin. Son métabolisme n'est pas très performant, il a plein de... il fonctionne de façon satisfaisante. C'est ça qui est sélectionné pour l'évolution, hein, c'est plutôt satisfaisant. Et donc le biomimétisme robuste, c'est du biomimétisme systémique. On prend tout l'ensemble, toutes les interactions, c'est quand on ne picore pas, quoi. Pour vous donner un exemple, c'est comme si les humains, quand est-ce que nous, on est plus performants? Notre métabolisme, quand est-ce qu'il est plus performant? C'est quand on a la fièvre, c'est quand on est à 40 degrés de fièvre qu'on est au maximum de performance. Le biomimétisme performant, il considère qu'on devrait tout le temps avoir la fièvre. Donc voilà, le biomimétisme que je défends là, c'est un autre biomimétisme, hein, c'est un biomimétisme robuste. Mais il y a les deux, hein, toujours. On est en grand monde, il y a les deux mondes. Merci beaucoup pour ces échanges passionnants. J'aurais deux questions. L'une, comment vous vous situez par rapport à l'intelligence artificielle? Et la deuxième, vu que je vous trouve quand même très performant, comment vous faites pour renforcer votre propre robustesse? D'accord. Pourtant, elle était synthétique, sa question, mais je vais l'écouter. En fait, il y a deux questions. La première, c'est comment vous vous situez par rapport à l'intelligence artificielle? Et l'autre, c'est vos propres ressources. D'accord. Alors, je vais commencer par l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, en effet, c'est hyper performant. Si on regarde juste le procédé de l'intelligence artificielle, c'est qu'en fait, avec le ChatGPT, vous pouvez résumer un livre en 100 lignes instantanément. Il y a des intelligences artificielles qui font de la décoration d'intérieur maintenant. En une minute, vous prenez une photo et vous pouvez avoir 1000 projets en une minute. Donc voilà, ça c'est hyper performant. Alors, c'est de la performance dans le design. Si je prends l'exemple de ChatGPT, la version de la bêta 3 de ChatGPT, là, donc on doit être à 4 ou 5 actuellement, avec ChatGPT 3, pour l'apprentissage, pour que ChatGPT 3 apprenne, il a fallu consommer 2,5 millions de litres d'eau pour refroidir les data centers.
et ça a consommé autant de CO2 que 450 allers-retours Paris-New York. Donc si on fait, toujours pareil, hein, si on fait le bilan entier de l'intelligence artificielle, et je passe les détails sur les métaux, l'énergie, etc., en fait c'est une intelligence artificielle en fait, qui nous masque un petit peu tous ces effets toxiques, quoi. C'est la performance toxique. Par contre, plus, parce que la question est plutôt sur l'outil intelligence artificielle, moi ce que je vous invite à faire, c'est ce que je disais hier d'ailleurs, c'est rencontrer le comité humain du numérique. Ils sont basés en Belgique en plus, hein, pas chez nous, hein. Ils sont à Bruxelles, ils ne sont pas très loin. Ils ont décidé de réécrire les lois, donc les lois de la communauté, hein, le code civil, à l'ère numérique, et à l'ère de l'intelligence artificielle. En fait, nos lois n'ont pas intégré la révolution numérique, la révolution de l'intelligence artificielle. Donc ils se disent, non, c'est quand même majeur comme révolution. Maintenant, on a d'autres partenaires avec nous dans les réseaux sociaux. Vous savez, dans les réseaux sociaux, il y a énormément de robots qui parlent. Donc les robots nous parlent et nous, on a besoin de dialoguer. En fait, non, c'est des tas de robots partout. Ce monde-là, il faudra changer de loi. Il faut qu'on reprenne le pouvoir. Là, il faut qu'on reprenne le pouvoir sur l'intelligence artificielle. Donc ça, voilà, ça c'est... En gros, c'est le monde de la performance à l'intelligence artificielle. C'est très simple, il faut aller voir ceux qui ont inventé tous ces... dans la Silicon Valley, hein, pour le dire rapidement. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils interdisent à leurs enfants à se mettre devant des écrans. Ça devrait être une leçon pour nous quand même. C'est qu'en fait, quand ceux qui designent ces objets-là interdisent à leurs enfants de les utiliser, c'est parce qu'eux, ils sont au courant de toutes les addictions et tout ce qu'il y a derrière, quoi. Donc voilà, faut qu'on les suive. C'est un point de vue plutôt de ce qu'ils font sur le... Alors pour moi, alors en effet, donc je comprends le truc. Donc là, quand je viens faire une conférence, là c'est le moment de fièvre, si vous voulez. C'est le moment où je m'autorise un peu de performance. Mais je vais vous donner un exemple peut-être plus parlant qui est celui de mon laboratoire. Comme ça, je vais sortir de mon cas personnel, c'est plus pratique. Dans mon laboratoire, on a décidé en fait de faire une stratégie. Donc c'est un laboratoire de recherche. Vous savez que la recherche, c'est soumis à l'injonction de performance. Il faut performer quand on est chercheur, il faut avoir un certain facteur H pour monter dans sa carrière. On publie dans des journaux à facteur d'impact. On est dans des universités qui sont classées par le classement de Shanghai, etc. Donc on est à fond dans la performance à la recherche. Bon, dans notre labo, ça se passe plutôt bien, donc certainement la démarche de manœuvre, et donc du coup on a décidé d'ajouter en robustesse. On ne l'a pas formalisé comme ça, hein, et finalement c'est ce qui s'est passé. Donc ça veut dire, par exemple, que les financements qu'on a, donc par exemple le financement de l'Europe, de l'ERC, par exemple, du Conseil de la recherche européen, Conseil européen de la recherche, en français, l'ERC, ces financements-là, normalement ils sont donnés à un seul chercheur. Et il a tout l'argent pour lui, et puis voilà, et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que ce financement, on le remet dans le pot commun, intégralement. Donc ça veut dire que quand il y a des jeunes chercheurs qui viennent chez nous, ils ont un financement dès le départ qui est produit par le labo. On a des techniciens dans les équipes qui sont partagés entre les équipes. Donc si vous voulez, on a essayé de faire du labo un commun. Les communs, c'est l'exemple typique du système robuste, qui va contre la performance. Par exemple, quand on a nos rapports d'évaluation tous les 4 ans, on nous demande à combien de conférences internationales on a été invité pour parler de nos sujets de recherche. Cette année, on a décidé de mettre la liste des conférences auxquelles on n'est pas allé pour préserver notre empreinte carbone. On peut vraiment parasiter le système. C'est-à-dire qu'en fait, le système nous demande de la performance, on va lui répondre de la robustesse, quoi. Le système nous donne des financements pour être performants. Moi, je peux vous dire, dans mon équipe, j'ai cette fameuse bourse européenne. Le sujet, c'est, vous allez voir, ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai raconté, c'est sur les microtubules. C'est une molécule, c'est le squelette de la cellule, quoi, et en quoi c'est important pour la forme des plantes, quoi. Je vais dire comme ça. Vous voyez, c'est très technique, c'est très moléculaire, quoi. Et avec cet argent-là, je finance actuellement une thèse avec des paysans boulangers de la région lyonnaise pour remettre des vôtres. Parce qu'à Lyon, il va faire très chaud et même le détendre, ça va être compliqué. Donc il faut se mettre à des espèces beaucoup plus rustiques. Bon, ça, vous voyez, je parasite le système, là, très clairement. Mais il faut lutter, quoi. Il faut résister. Donc c'est comme l'intelligence artificielle, il faut résister à la performance, activement. Alors on prend une dernière question. Synthétique et précise.
l'architecture est toujours indéniablement liée à l'économie et politique. C'est-à-dire que ce genre de discours, on l'entend depuis les années 70, depuis l'époque postmoderne, avec les présidents d'UNESCO, avec Dr. Anders, l'obsolescence de l'homme, avec Jared Diamond, l'effondrement. Donc c'est un discours qui est à la limite du redondant et qui finalement n'est plus absolument pas. Alors oui, on parle de développement durable, on va mettre 3 tiges de lierre sur les façades en disant qu'elle est durable. Et finalement, un bâtiment qui doit démolir après 30 ans. Alors la robustesse, à quel moment elle est liée à cet aspect politique, économique, à quel point elle doit être guidée? Alors, la réponse, si tu veux une arme pour pouvoir développer des solutions robustes, il y a le mot risque. C'est ce que je dis d'ailleurs aux entrepreneurs. C'est en fait la clé pour comprendre, basculer de la performance à la robustesse, c'est le niveau de risque qui va augmenter. Et il ne s'agit pas de faire peur, c'est vraiment autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, il faut réenchanter le risque. Dans le monde de la performance, le risque fait peur. Parce que c'est le risque de se cracher, de faire la faillite, pour un politicien, c'est de ne pas être réélu, voilà, s'il y a un gros problème. Voilà, ça, c'est le monde de la performance qui a peur du risque. Dans le monde de la robustesse, on construit un modèle socio-économique sur le risque. Sur le risque. Et qu'au lieu de slalomer entre les risques et d'être agile, on est adaptable. L'adaptabilité n'a pas peur du risque, parce qu'en fait, c'est son miel. La robustesse se construit sur le risque. Et par rapport aux histoires, t'as raison, tout ce que je dis, c'est ancré dans une longue histoire socio-écologique. Les années 70, notamment, ont été hyper fertiles, surtout le début des années 70. C'est là que vraiment ça a explosé complètement. Mais par contre, la différence, c'est que dans les années 70, on voyait surtout des fluctuations sociales, et pas trop des fluctuations écologiques. Il y avait des grosses pollutions, mais il n'y avait pas encore les méga-feux qu'on voit maintenant, les méga-innovations. Ce qui a changé maintenant, je vais prendre un exemple tout simple, hyper concret, Audi. En plus, voilà, une fabricante de voitures. Audi, pendant 9 mois, là, ils ne vont pas pouvoir faire d'Audi A3. Moi, ça ne me fait pas pleurer, mais pourquoi? Pendant 9 mois, ils ne vont pas pouvoir faire d'Audi A3. Pourquoi? Parce qu'il y a une de leurs usines qui s'est fait emporter par une coulée de boue. Et dans cette usine, c'était la seule usine qui faisait une pièce absolument nécessaire pour le dire. Oui, en fait, ça, c'est le monde de la performance qui commence à sentir le roussi, quoi. C'est ça la différence pour moi, c'est l'époque. C'est pas tellement ce que je dis, c'est l'époque. L'époque aujourd'hui, les fluctuations, les entrepreneurs, les décideurs, ils les voient. Je prends l'exemple dans le monde politique, la Convention citoyenne sur le climat, qui a eu lieu en France, là, ça c'était un peu en réponse au fait que le corps politique, finalement, était dépassé par la question climatique, quoi. En fait, ils n'arrivaient pas à trouver les bonnes solutions. Donc on a pris 150 citoyens tirés au sort, donc moins experts, il y avait même des climato-sceptiques dans le tas. Donc ça, c'est vraiment pas du tout performant. Et qu'est-ce que ça a produit? 149 propositions avec 96% d'accord sur les propositions. Ben ça, c'est clairement de la robustesse construite contre la performance. Alors, c'est pas allé jusqu'au bout, ça c'est toujours le problème, comme tu dis, on est encore un peu dans le monde de la performance. Mais c'est quand même un signe que c'est en train de basculer, quoi. Donc moi, je ne serais pas découragé, je pense que c'est maintenant que c'est en train de se passer. Et c'est à court terme, pour moi c'est 5 à 10 ans, c'est vraiment maintenant, vraiment maintenant. Merci beaucoup, Olivier Hamon, pour ce